Bienvenue au podcast Écologie et Société. Ici, on prend le temps de réfléchir ensemble à ce qui compte vraiment, notre rapport à l'environnement, à la démocratie et à notre manière de vivre ensemble. Mon objectif, c'est d'ouvrir un espace de dialogue, de poser des questions qui dérangent un peu parfois, mais toujours dans l'idée de rechercher des pistes de l'avenir plus humaines et plus durables. Parce que l'avenir ne s'écrit pas seul, il se construit en conversation et collectivement. Bonne écoute! La petite chandelle en tête à tête. Exactement. Ah, j'adore l'ambiance. Merci. Vraiment. Merci d'avoir accepté l'invitation. De rien. Bon, bienvenue au podcast Écologie et Société. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un, selon moi, de très fascinant, d'un sujet que je connais un peu moins. C'est un doctorant en écologie sur la mycologie puis les aménagements d'écosystèmes forestiers. Puis c'est même le président et cofondateur d'un OBNL qui s'appelle Mycosphaera. Là, tu me diras si c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Mycosphaera. Mycosphaera, ok, parfait. C'est bon. Voilà. Fait qu'on va parler justement de biodiversité forestière, de mycologie, de sciences citoyennes, engagement, puis d'entrepreneuriat. Fait que si les gens ils savent pas justement ce sujet-là un peu assez méconnu, mais en fait c'est vraiment pour ça que j'ai contacté cet invité-là. Donc bienvenue, Jonathan. Merci beaucoup de l'invitation. C'est ça. Fait que est-ce que tu peux juste nous dire dans le fond ton parcours, comment t'es arrivé à justement à avoir justement tout le parcours, pourquoi ça t'intéresse aussi ce sujet-là là? Oui, comment je suis tombé dans dans le monde des champignons et de la mycologie. Ouais, parce que c'est pas commun, là, c'est pas tout le monde qui fait genre ok, c'est vraiment là-dedans, là, tout le monde parle des autres travaux là, en général, là, fait que comment t'es tombé là-dessus? Non, c'est ça. Alors moi, donc à l'origine, je suis français, j'ai fait une partie de mes études dans le sud de la France. Et en fait, mon parcours peut sembler un petit peu classique dans le sens, en fait, en France, moi, j'ai commencé au début à m'intéresser tout simplement aux sciences du vivant. Okay. De manière générale, biologie, tout simplement. En général. C'est ça, biologie, sciences du vivant, sciences de la terre. Et en France, ce qu'on appelle le bac, donc l'équivalent ici à la fin du secondaire. Justement, j'avais pris spécialité sciences de la vie, ce que ça m'intéressait. Et après avoir eu mon bac, qui n'est pas la licence, mais la fin du secondaire en France, j'ai voulu justement continuer à pousser à comprendre comment le vivant fonctionne, en fait, tout simplement, d'un point de vue vraiment purement... scientifique, de compréhension, comment justement la diversité autour de moi et autour de nous s'est construite, comment elle évolue, comment on interagit avec elle, tu vois, donc vraiment une compréhension même juste mécanistique, évolutive même de cette diversité-là. Et en fait, je suis pas allé directement à l'université. Après mon secondaire, j'ai fait, alors je crois pas qu'il y ait l'équivalent peut-être ici, je sais pas du tout, ça s'appelle des classes préparatoires aux grandes écoles. Des classes préparatoires pour justement rentrer soit dans des écoles d'ingénieurs agronomes ou vétérinaires. Donc je me suis dit, mes enseignants à ce moment-là m'avaient poussé à me dire t'as de bons résultats, etc. Tente, vas-y, fais une classe préparatoire en biologie, de manière générale. Donc j'ai dit oui, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est là que je suis arrivé à Toulouse pour faire cette classe préparatoire. Et donc pour être tout à fait honnête, que j'ai pas très bien vécu dans le sens que les classes préparatoires c'est très élitiste, on apprend, la philosophie c'est on prépare des concours. C'est-à-dire qu'il y a un programme qu'on essaye d'apprendre, on a des mathématiques, de la physique, de la biologie, pas tant que ça au final. La physique, ah ouais. Ah oui, justement en fait il y a plusieurs classes préparatoires, il y a des classes préparatoires en physique, plus spécialisées en mathématiques. Celle que j'ai faite c'est une classe qui s'appelle donc BCPST, biologie, chimie, sciences de la vie, de la terre, en gros, mais... Même si du coup la biologie est censée avoir un plus gros poids, on avait quand même des cours de physique, de maths, de philosophie, de français, après des langues vivantes, style anglais, espagnol, bon voilà. Et donc j'ai eu certains cours de biologie. Et en fait, je vais arriver aux champignons justement parce que c'est à ce moment-là, donc au bout de 1 an et demi, ça dure 2 ans ces classes préparatoires. Au bout de 1 an et demi, j'ai commencé à avoir justement dans le programme, il y avait une partie du programme qui était sur le fonctionnement des écosystèmes. C'était pas une très grosse partie du programme dans le sens une grosse partie du programme c'était de la biologie cellulaire, moléculaire, voilà. Par contre fonctionnement vraiment des écosystèmes, des habitats,
très peu, on l'a eu à un moment donné, et c'est là où j'ai eu mes premiers cours réellement sur donc, les mycorhizes, donc ces champignons qui forment des liens symbiotiques avec les racines des arbres, dans le sol. Souvent, que les forêts, ils se parlent entre eux, c'est ça en fait. C'est ça, justement de ça, justement, on pourra en parler là, de cette fameuse communication supposée, parce qu'il y a beaucoup de débats justement dans la communauté scientifique sur l'existence même de cette communication, ce qu'on appelle donc les Wood Wide Web, l'équivalent justement du WW, enfin du 3W, Internet. Ah, c'est quand même très drôle ça, wow. Bah oui, c'est très drôle. Les mêmes WW, wow, le Wood Wide Web. C'est ça, donc on pourra en parler, c'est un sujet qui est extrêmement débattu. Mais c'est à ce moment-là que je commence à avoir vraiment des cours où on commence à étudier justement l'interaction qu'il y a entre les racines des arbres et ces champignons dans le sol, donc des choses qu'on voit pas, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on sait de ça. Et c'est ça, mais du coup j'ai commencé à aborder ce sujet-là via ces cours-là, mais ça n'a pas duré très longtemps, puisque comme je disais, c'est un programme, c'est une petite partie, le but c'est de l'apprendre et essayer de le recracher à la fin dans le concours pour arriver à avoir justement une école à la fin. Puis là, c'est ça. Une maîtrise après dans ce sujet-là ici au Québec, c'est ça? Non, c'est ça. En fait, juste après ça, en fait, j'ai décidé d'arrêter cette classe préparatoire de moi-même. Ah, ok, t'as pas terminé. Non. Ah ouais, drop out. Je suis pas allé jusqu'au concours parce que justement, c'est là où en fait j'ai commencé à tomber dans le monde de la mycologie, à m'intéresser dans mon temps libre sur justement ces champignons-là et me rendre compte en fait à quel point on connaissait mais vraiment vraiment très peu de choses et que c'était quelque chose dont on parlait très peu dans les cours de prépa ou même autres. Que c'était quelque chose de très peu connu, alors que pour moi c'était extrêmement fascinant et je comprenais pas pourquoi si peu de monde n'en parlait pas, pourquoi on n'en parlait pas plus en cours. Et il se trouvait que l'université à Toulouse, la licence, avait des cours de mycologie, un cours entier de mycologie, et je me suis dit je vais arrêter la prépa, ça ne me convient plus, je vais aller à l'université pour pouvoir suivre ces cours-là de mycologie et pour pouvoir ensuite faire de la recherche plus tard. Il y a vraiment eu une bifurcation à ce moment-là, donc j'ai arrêté la prépa, j'ai fait ma licence, donc mon bachelor à l'université Paul Sabatier à Toulouse sur c'est une licence sur la biologie des organismes, fonctionnement des écosystèmes. C'était axé très diversité des plantes, fonctionnement des forêts entre autres. Avec ce fameux avant le podcast là, qu'on en connaît pas mal plus sur les plantes, les animaux, c'est ça. C'est ça. Ça veut pas dire qu'on sait tout évidemment, mais comparativement, c'est sûr que les champignons, on connaît beaucoup moins de choses, et c'est là que j'ai commencé à avoir donc mon vrai premier cours de mycologie, et je suis tombé sur des mycologues justement à Toulouse. Ils sont peu nombreux, mais des mycologues qui m'ont pris sous leur aile, parce que c'est pas très commun, des étudiants qui arrivent et qui disent je veux absolument faire de la mycologie, mieux comprendre les champignons, et c'est là qu'ensuite tout est parti extrêmement vite de manière exponentielle. J'ai fini ma licence, j'ai eu l'opportunité de venir au Québec, faire une maîtrise en écologie et aménagement des écosystèmes forestiers en Abitibi, à l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue à Amos, où j'ai eu la chance d'étudier les communautés de champignons qu'on a dans le sol, dans des communautés qu'on voit pas à l'œil nu et qu'on arrive à détecter indirectement via leur ADN. Ah ouais, dans le sol. Il faut prendre des échantillons. On prend des échantillons de sol, on fait du séquençage où on arrive à avoir dans nos échantillons de sol des milliers, des millions de séquences, et ensuite on arrive avec certains procédés justement à essayer de deviner, de comprendre quelles espèces, quels groupes de champignons on a dans ces sols, et essayer d'avoir une idée de la diversité et pourquoi pas ensuite le fonctionnement de des écosystèmes. Et donc j'ai étudié les communautés de champignons qu'il y a dans des peuplements de pins gris en Abitibi. Pourquoi de pins gris spécifiquement? Parce qu'il y a un gros enjeu avec l'aménagement forestier et les peuplements de pins gris, parce que le pin gris il est beaucoup ciblé par les individus. Non mais t'as raison, c'est un arbre, c'est une espèce de pin qu'on retrouve beaucoup en Abitibi et qui pousse sur des sols sableux. C'est ça. Et donc la particularité de cet arbre en Abitibi, c'est qu'il est vraiment très recherché par les industries forestières. En plus, il est facile à couper, dans le sens il y a très peu d'arbres en bas du tronc, il est très lisse, les branches sont un peu agglomérées en haut, donc pour couper, d'ailleurs tu coupes pour élaguer, donc enlever les branches, c'est beaucoup plus facile pour la machinerie, bon bref. Et donc en plus ces arbres poussent donc sur du sable et du gravier.
Et le sable et le gravier, pour les industries forestières, pour faire les chemins forestiers, c'est le matériau qui est juste idéal. Et en plus, tu t'enlises pas justement dans la boue et tout, là, c'est ça qui est... C'est exactement ça, parce qu'en plus, dans la région d'Abitibi, on est dans la plaine argileuse. Donc, ça veut dire qu'on a quelques petits monticules qu'on appelle des esquerres. Hein. C'est des formations géologiques qui ont été laissées par le retrait des glaciers et qui sont faits en fait de sable et de gravier. Et c'est là où pousse notamment le pin gris. Sinon, tout le reste du territoire, c'est vraiment de l'argile. Et de l'argile, faire des chemins forestiers dans des terrains argileux, là, c'est vraiment compliqué. Là, donc un gros enjeu de conservation et d'aménagement de ces peuplements. Et on a très peu de données sur les champignons. Donc moi, c'était ma job d'aller justement échantillonner du sol et étudier un peu les champignons qu'il y avait là-bas. Voilà. C'est un échantillon, puis là, tu disais que tu avais des millions de strains d'ADN. On peut sortir beaucoup de séquences. Comment tu fais pour dire la population dans ton échantillon? Comment tu fais ça? Ce qu'on fait, on se base principalement sur des bases de données qui existent déjà, des bases de données publiques de séquences. Justement, de séquences ADN de champignons, par exemple. On a des bases de données qui sont au fur et à mesure... alimenté par la communauté scientifique qui étudie les champignons. Et mettons, quand on a nos échantillons de sol, on sort donc plein de séquences. Et ensuite, toutes nos séquences, on les compare par rapport aux séquences qu'on connaît déjà dans les bases de données. Et selon le pourcentage de ressemblance entre nos séquences et les séquences en base de données, on peut arriver à dire, telle séquence, elle ressemble énormément, elle est voire identique à des séquences qu'on connaît déjà et qui correspondent à tel champignon ou... tel grand groupe de champignons qui a telle fonction dans l'écosystème. Par exemple, c'est comme ça qu'on arrive à faire le lien. Par contre, alors ça paraît beau là quand on en parle en mode waouh, c'est vraiment un outil très puissant. L'ADN, ce qu'on appelle l'ADN environnemental, l'ADN qui est présent dans l'environnement. Et l'ADN environnemental, ça a vraiment révolutionné, mais vraiment dans le terme, vraiment, ça a vraiment changé la donne pour notre compréhension de la diversité dans les écosystèmes tout court, forestiers, aquatiques. Parce qu'avant, sans ça, on étudiait principalement la diversité qu'on voyait à l'œil nu. Qu'on voyait à l'œil nu, qui était plus ou moins facile à étudier ou à suivre dans le temps, certains groupes d'animaux, de plantes. C'est un peu comme on dit, on est à genre 99% proche du singe. C'est un peu cette idée-là ou c'est quoi en fait l'ADN environnemental d'abord? Ah oui, en fait, c'est une très bonne question. En fait, l'ADN environnemental, c'est n'importe quel ADN. En fait, c'est comme quand on parle d'ADN, on peut voir ça un peu comme une empreinte. Comme nous, mettons... chacun d'entre nous, on a notre propre matériel génétique, on appartient, mettons, à la même espèce, mais on a chacun notre carte d'identité génétique, entre guillemets, même si on appartient au même groupe ou à la même espèce. Même comme les jumeaux, en fait, ils ont le même, mais différent. C'est ça, et en fait, dans le sol, on arrive à avoir plein de cartes d'empreintes génétiques de tous les organismes qu'il y a dans ce sol-là. Donc là, moi, je parle des champignons, mais il y a énormément d'autres groupes dans le sol qu'on ne voit pas à l'œil nu, des animaux, etc., des invertébrés, tout ce que tu veux, bref, plein de groupes différents, des bactéries aussi, beaucoup de bactéries dans le sol qu'on voit pas. Et donc on arrive à voir justement, à défaut de les voir à l'œil nu, parce qu'en plus le sol a entre guillemets le défaut de pas être transparent. Donc voilà, donc c'est quand même un environnement qui est extrêmement diversifié, il y a beaucoup de diversité dedans, mais qui est difficile à étudier. Et donc, grâce, du coup, on arrive à avoir donc toutes ces séquences ADN de plein d'organismes différents, dont des cartes d'identité. Et ensuite, on arrive à dire avec plus ou moins un degré plus ou moins élevé de confiance, à dire, ok, mettons, on a tel groupe de champignons dans le sol, mais en partant de leur ADN. Donc l'ADN environnemental, c'est n'importe quel type d'ADN, de carte d'identité génétique de tous les organismes qu'il peut y avoir dans un échantillon environnemental. Un échantillon environnemental, c'est un échantillon de l'environnement. Ça peut être du sol, ça peut être une feuille, un tissu, de coton-tige, n'importe quel tissu en fait. Ouais. C'est ça. En fait, on peut vraiment faire de l'ADN environnemental, sortir des séquences, donc de plein d'organismes, dans plein de types d'échantillons. Mettons de l'eau. L'eau, c'est un échantillon, un échantillon dans l'environnement, et on peut faire de l'ADN environnemental dans des échantillons, dans des lacs, dans le fleuve du Saint-Laurent. Moi, je me rappelle de mon cours de bio, tu avais une espèce de flacon avec l'espèce de gélule, là, puis là, tu mettais l'échantillon dedans, puis l'ADN se développait à l'intérieur, dans le fond, c'est ça? En soi, mettons, ça y ressemble un peu dans le sens, justement, les échantillons qu'on récolte, on en prend une petite partie, on le met dans un tube, et après ça suit plein d'étapes où on essaye d'extraire en fait cet ADN qui est dans le sol, mais sauf que dans le sol il n'y a pas que de l'ADN.
Il y a de la matière organique, la matière minérale, tu sais, c'est extrêmement complexe, donc on essaye d'abord d'extraire vraiment cet ADN-là qu'on veut, et après, justement, cet ADN qu'on arrive à extraire, on dit qu'on l'amplifie, c'est-à-dire que pour en avoir plein de copies, pour ensuite mieux les étudier, et ensuite on fait le séquençage, donc on va lire tous ces échantillons d'ADN pour justement avoir justement cette carte d'identité-là. C'est-tu un logiciel qui fait ça, l'identification? C'est vraiment à l'œil au microscope? Non. Justement, c'est ça la puissance de l'ADN environnemental, c'est que c'est des choses qu'on voit pas. Donc, il n'y a pas d'aller voir au microscope, etc. Parce que, mettons, on prend un échantillon, parce que c'est ce qu'on faisait, et ce qu'il y en a qui continuent à faire, c'est d'étudier, mettons, les champignons qu'il y a sur tel échantillon, tel substrat dans l'environnement, ça peut être du sol ou autre, en essayant de mettre en culture les champignons, c'est-à-dire pour qu'ils se développent et pour qu'on puisse les voir à l'œil nu. Tu sais, mettons, ça arrive souvent, mettons, tu prends un morceau de bois, qu'il soit mort, vivant, peu importe dans quelle forêt, tu essayes justement d'isoler les champignons qu'il y a dans ce bois-là, donc c'est-à-dire que tu les mets en culture dans des boîtes de pétri, avec telle ou telle condition favorable au développement de certains types de champignons. Ça se fait en laboratoire, et après, par chance, tu arrives à avoir sous ta boîte de pétri, mettons, tel ou tel champignon qui se développe, et ensuite tu peux le prendre, le mettre entre une lame et lamelle, et essayer de voir un peu justement quel champignon c'est, ou les observer au microscope. Ça se fait toujours, et ça se faisait avant, sauf que en fait, on se rend compte qu'il y a très peu en fait, de champignons qu'on arrive à mettre en culture. Comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a qu'on peut mettre en culture avec les milieux qu'on a de culture, sauf qu'en fait il y en a beaucoup qu'on n'arrive juste pas en fait à mettre en culture. Parce que c'est tellement des microclimats, c'est tellement adapté ces micro-organismes-là que c'est lié justement à leur biologie. Il y en a beaucoup qui juste en fait ne peuvent pas être en culture, soit parce que mettons ils vivent grâce et de manière obligatoire avec d'autres organismes. Donc ça veut dire que, mettons, un champignon justement qui vit en association très intime, mettons, avec des... par exemple, c'est un groupe sur lequel je travaille entre autres, des champignons qui sont parasites d'insectes, par exemple. Il y en a plein. Et il y a certains groupes de champignons qui vraiment ne peuvent pas vivre sans leur hôte. Sans leurs insectes. Donc, c'est-à-dire que, mettons, ces champignons-là, qui sont microscopiques, t'auras beau les mettre dans une boîte de pétri avec tel ou tel milieu favorable peut-être à la croissance des champignons de manière générale, t'arriveras très rarement, voire quasiment pas à les isoler, parce qu'il n'y a pas l'hôte, il n'y a pas l'insecte, justement. Donc, et en fait, il y en a plein. C'est vraiment, en fait, ceux qu'on arrive à mettre en culture et à voir au microscope après, en les faisant grossir. Ils ne mangent pas ce qu'il y a dans la pétri, fait que c'est pas le système qui fonctionne. Ça peut être ça aussi, justement, il y a plein de raisons pour expliquer ça. Exactement, ça peut être vraiment beaucoup de facteurs, soit justement avec qui ils interagissent, les conditions dans la boîte de pétri, température, tout ce que tu veux. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'en fait, beaucoup de champignons, juste, on n'arrive pas à les mettre en culture. Et donc, on loupe, en fait, si on n'utilise que ces techniques-là, on loupe, en fait, la plupart de la biodiversité de champignons qu'il y a, mettons, dans les sols. Et donc, l'ADN environnemental, grâce à ça, on arrive à avoir un peu l'image globale, entre guillemets. Je mets des guillemets parce qu'il y a aussi... c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça, mais on arrive quand même à avoir une meilleure vision de tous les champignons qu'on pourrait avoir dans l'échantillon en allant chercher leur ADN. Parce que qu'on arrive à mettons tel champignon, qu'il arrive ou pas à être en culture, ou etc., dans tous les cas, la caractéristique commune de tous ces champignons, c'est qu'ils ont de l'ADN. Ils ont une carte d'identité, donc avec l'ADN environnemental, on arrive à y avoir accès. Mais on ne les voit pas à l'œil nu. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, tout le processus, c'est un processus qu'on appelle, après qu'on ait séquencé, donc on ait réussi à avoir ces ADN, c'est ce qu'on appelle de la bioinformatique. Donc, c'est-à-dire que ça se fait de manière informatique, où justement, on arrive ensuite à sortir toutes ces séquences, et littéralement, c'est devant ton écran que tu as une liste des séquences, donc enchaînement de ce qu'on appelle des nucléotides. En fait, c'est ce qui construit l'ADN. Exactement, donc c'est des lettres qu'on arrive, et donc en fait on arrive à avoir justement un listing, une liste de toutes les séquences qu'il y a dans ce sol sur ton écran, après toutes ces étapes que je détaille pas là, mais voilà. Donc c'est extrêmement puissant justement, mais est-ce que l'IA justement ça va accélérer ce genre d'analyse là, j'imagine? Ça pourrait, dans le sens ceux qui développent les pipelines donc de bioinformatique, donc qui font tout ce
processus-là, de traiter les séquences sortir, enfin, genre qui sont sorties du séquençage pour qu'ensuite ce qu'on ait dans nos ordis ce soit tout beau, tout propre et qu'on n'ait plus qu'à travailler dessus après pour faire nos études. Justement, ça commence à être intégré petit à petit, l'IA, justement. Tu sais, c'est une utilisation un peu éthique de l'IA, dans le sens, tu sais, genre, quand je parle d'utilisation éthique, c'est, mettons, que l'IA ne remplace pas totalement ce qu'on fait, mais aide, mettons, dans nos tâches, genre, puisse nous aider. La tâche répétitive que personne ne veut faire, en fait. Par exemple, donc, c'est ça. Donc, ça arrive tranquillement. De là à dire que c'est totalement installé, non, mais ça arrive tranquillement, justement, pour optimiser les tâches un peu répétitives comme ça. Donc voilà, donc c'est avec cette technique-là, entre autres, que j'ai fait ma maîtrise et que je fais également mon doctorat, parce qu'on parlait de ça au début, du coup, pour finir sur mon parcours. Donc j'ai fait cette maîtrise, et là, actuellement, donc, je débute ma 2e année de doctorat. À la même université, pas à Amos, mais à Rouen. Et donc je travaille un peu sur des thématiques similaires, toujours les champignons, qu'on retrouve dans le sol, cette fois-ci des vieilles forêts boréales. Qu'on a justement en région, en Abitibi, et donc tous les enjeux de conservation qui ont autour des vieilles forêts. Le lien avec l'aménagement forestier, entre autres, on pourra en parler ça aussi, là, c'est un gros enjeu qui est en région. On en parlait avant le début du podcast. L'Abitibi, c'est, alors j'aime pas trop ce terme, mais c'est comme ça qu'elle est souvent appelée, c'est une région ressource, dite ressource, où il y a beaucoup de ressources qui sont extraites de cette région. Il n'y a pas que l'Abitibi, là, mais entre autres, donc les mines, et également le bois, l'industrie forestière, voilà, qui est très très active en région. Tu dis que c'est pas bien perçu, pourquoi? De la population ou juste... Ah non, ce que je voulais dire, c'est, mettons, le terme région ressource, c'est pas un terme, genre, mettons, que j'apprécie particulièrement, dans le sens, parce que c'est une vision très capitaliste et très exploitation du milieu, mais elle est appelée souvent comme ça, c'est pour ça que j'utilise ce terme, parce qu'elle elle est connue notamment pour être une région dite ressource. On connaît ça aussi, là, les villes qui se construisent autour de ça, puis quand la ville est terminée, ça devient une ville fantôme, là, ce qui est dommage. Exactement, peut-être pour ceux qui connaissent, parmi ceux qui écoutent la région de l'Abitibi, mettons la ville de Malartic, où il y a une énorme mine, tu sais, genre... pas mal toute l'économie de Malartic, genre Malartic vit pour cette mine. Tout tourne autour de ça, exact. Voilà. Puis tu mentionnais justement là, que maintenant on en connaît un peu moins, mais de ce qu'on sait maintenant, c'est quoi le rôle des champignons dans l'écosystème des forestiers? Alors ça, c'est une question très 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 vaste. Et alors la réponse très courte, c'est il y en a énormément. Énormément. Dans le sens, par exemple, si on reste sur les écosystèmes forestiers, par exemple, donc dans les forêts, il y a plein de groupes. Donc déjà, il y a une grande diversité de champignons, on en a parlé. Et il y a surtout plein de groupes de champignons qui ont des fonctions assez spécifiques dans l'écosystème. Mettons, on a des champignons qu'on dit des champignons saprotrophes. C'est eux qui vont décomposer la matière organique qu'il y a dans la forêt. Donc mettons, ça veut dire, pour faire très simple, s'il n'y avait pas ces champignons-là, la litière, tu sais, qui tombe sur le sol de la forêt, elle s'accumulerait. S'il n'y a personne pour la recycler, elle s'accumulerait, et en fait, ça serait juste impossible. En fait, les champignons font le travail que l'on fait en ville. Tu sais, mettons en ville, tout est ramassé, c'est artificialisé, il y a du béton partout, donc quand il y a justement des feuilles qui tombent, il y a peu, voire pas de champignons qui sont là pour les recycler, donc c'est nous qu'on est obligé de les ramasser pour les enlever. Eux, les champignons, ils font ça naturellement dans les forêts. Entre autres, donc c'est eux qui font donc le recyclage de la matière organique, qui décomposent la matière, la litière, etc. Je l'ai mentionné tantôt, mais il y a des champignons aussi qui font des associations symbiotiques avec les racines de la plupart des arbres, justement, qu'on a en forêt. Et cette association, qu'on appelle mycorhize, alors myco, c'est pour la partie champignon, rhiza, racine. Voilà, et en fait, cette association-là, elle est d'une part très répandue et indispensable, notamment pour l'arbre. C'est-à-dire que grâce à ce champignon-là, en fait, cette association, comment elle fonctionne très rapidement? C'est-à-dire que, mettons, l'arbre, il va faire donc la photosynthèse, donc c'est-à-dire qu'il va accumuler justement des molécules carbonées, donc des produits de la photosynthèse qui ont du carbone, donc de l'énergie, en fait. Et cette énergie-là, il va la transférer à son partenaire champignon, qu'il a au niveau des racines. En tombant dans la feuille et tout. Alors, pas forcément. Là, ce que je pense, c'est à l'intérieur de l'arbre. Il y a un transfert de carbone, d'énergie qui se fait à partir donc des feuilles, des endroits où la photosynthèse se fait, jus qui traverse l'arbre, qui va dans les racines et qui donne donc de l'énergie aux champignons. Sauf que comme c'est une association à bénéfice réciproque, c'est-à-dire que c'est pas juste dans un sens, c'est dans les deux sens. Ça veut dire que
De l'autre part, le champignon, lui, en échange de cette énergie-là, qu'il a besoin pour vivre, c'est de l'énergie, il va aller dans le sol puiser des nutriments, de l'eau, qui va servir à l'arbre. Et grâce à ce champignon, justement, il va permettre à l'arbre d'accéder à beaucoup plus de nutriments et d'eau que s'il n'était pas en association avec. En fait, parce que ces champignons-là, donc champignons mycorhiziens de manière générale, il y en a beaucoup qui font des filaments, donc des petits filaments dans le sol, qui sont un peu partout, tu sais, ils sont associés à la racine, ensuite ils explorent le sol, et ils se ramifient énormément, c'est plein de petits filaments qui se ramifient dans tous les sens, on les voit pas à l'œil nu forcément, mais ils sont là, et justement le fait de se ramifier, en fait, ce qu'on dit, ça augmente le rapport surface-volume. En fait, c'est un terme un peu compliqué pour dire qu'en fait, ça augmente ça augmente la quantité de surface qui va être au contact de la ressource. Et en fait, ça décuple la capacité d'aller chercher justement des nutriments et de l'eau. Donc, sans ces mycorhizes-là, l'arbre, en termes de nutrition, que ce soit des nutriments ou de l'eau, ça se passe vraiment pas bien pour lui. Justement, la mycorhize est vraiment quasiment indispensable pour lui pour survivre, donc pour son établissement, sa croissance aussi, mais aussi pour se protéger des pathogènes, parce qu'il y a certains champignons, quand ils sont associés autour des racines, ils forment une sorte de petite chaussette. Ah ouais. De filaments, par exemple, autour des racines. Qui protège d'autres parasites. Par exemple, ça peut être une protection physique contre d'autres pathogènes qu'il y a dans le sol, mais ça peut être aussi une protection chimique, parce que ces champignons aussi sécrètent certaines molécules qui peuvent être justement antibactériennes, antifongiques, donc anti d'autres champignons pathogènes qui pourraient... Exactement, c'est ça. Donc en fait, ces mycorhizes-là, ce groupe de champignons-là est vraiment indispensable pour les arbres et justement souvent ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, pour faire le raccourci très vite, c'est sans ces champignons là, en fait, le visage de nos forêts serait totalement différent. C'est quand même vrai, vraiment. Voilà, c'est un peu le documentaire que je regardais, ça me fait penser à mon autre podcast où on parlait des saumons là, justement là, qui vont dans la rivière, puis après leur cycle de reproduction ils meurent. Puis après, ces nutriments-là, c'est les champignons qui vont apporter ces nutriments-là de décomposition des saumons vers les forêts. Puis il disait justement là, que sur un rayon d'un certain kilomètre autour de cette rivière-là, c'est là que les arbres étaient le plus gros, plus en santé grâce à ces nutriments-là. Là. Donc, fait que c'est eux qui font ce travail-là que tu expliques en fait. Là. C'est ça. En forêt, là, justement, c'est ça. Donc les mycorhizes, c'est un gros groupe. Et justement, c'est intéressant que tu parles justement du milieu aquatique. Parce que là, on parle de forêt. Mais c'est quelque chose qui est encore moins connu justement dans les milieux aquatiques, dans les rivières, les lacs, etc. Même les milieux marins, eau salée, eau douce. Il y a des champignons. Dans les milieux aquatiques, il y en a. Alors, évidemment, ils ne ressemblent pas du tout... parce que là, depuis le début, les champignons qu'on parle, c'est des champignons, terrestres. C'est entre autres terrestres, mais c'est des champignons, qui ressemblent pas du tout à l'image que l'on se fait depuis qu'on est petit de ce qu'est un champignon, de ses pieds, chapeau. Un rouge en plus. Exactement. C'est la vision Mario. Ça a vraiment aidé. Exactement. Donc, ça ressemble pas du tout à ça. Justement, on disait ils sont microscopiques. Mais il y en a dans les milieux aquatiques, et c'est eux, notamment dans les milieux aquatiques, qui sont les principaux décomposeurs de la matière organique, par exemple, qui viennent du milieu terrestre. Qui tombent, mettons, dans un lac, justement, les champignons sont parmi les principaux qui vont aller décomposer toute cette matière-là. Donc, comme les feuilles qui tombent dans l'eau, en fait. Par exemple, justement, on parlait donc des feuilles d'arbres qui tombent sur le sol de la forêt, c'est les champignons qui vont aller décomposer tout ça, et même de la litière qui va tomber, mettons, parce qu'en plus ici, c'est au Québec, c'est vraiment genre le cas exemple où on a de la forêt, énormément de forêts, et on a aussi énormément de lacs dans les forêts, et donc il y a plein de matière organique de la litière qui vient de la forêt, qui tombe dans les lacs, et c'est les champignons entre autres aussi dans les milieux aquatiques qui vont être les principaux décomposeurs de cette matière organique. Voilà. Puis ça ressemble à quoi? C'est des petits ronds? Les champignons aquatiques? Justement, ça peut être, souvent quand on les étudie via leurs spores. Donc les spores en fait c'est leur moyen de reproduction. Voilà, et notamment dans les milieux aquatiques, donc ils se reproduisent comme ça, et c'est leur moyen de locomotion aussi. Donc c'est des petites, en gros pour faire très simple, c'est des petites boules qui peuvent être de formes extrêmement différentes, et justement le fait qu'elles soient différentes, ça aide ceux qui les étudient à
les différencier des espèces. Mettons qu'il y a certaines espèces qui vont avoir leurs spores qui ont telle forme, une autre espèce va avoir des spores qui ont une forme totalement différente. Ça permet de les différencier quand on les étudie, soit quand on les regarde au microscope, ou après quand on peut faire de l'ADN environnemental comme on a dit là aussi, prendre des séquences dans l'eau. Mais c'est ça, genre mettons, il y en a qui ont des spores qui ont des sortes de petits diverticules autour du rond, c'est-à-dire genre plein d'extensions plus ou moins longues, comme des sortes de bras. Comme une pieuvre en fait. Par exemple, toi qui peut avoir plein d'extensions plus ou moins longues autour donc, de cette petite boule. Et justement, ça permet de se déplacer avec les courants. Mettons, les comme courants une marins. Voile dans l'eau, en fait, Par exemple, et ils se déplacent comme ça au fur et à mesure. Bon, bref. Donc voilà, il y en a aussi dans les milieux aquatiques. Et pour finir donc sur le milieu terrestre, donc on a parlé de ceux qui décomposent, ceux qui sont en symbiose avec les arbres, et on a aussi des champignons qu'on dit donc pathogènes. Donc c'est-à-dire des champignons qui vont, mettons, s'attaquer aux arbres ou à d'autres organismes. Ce groupe-là, souvent, de champignons est perçu de manière un peu négative. C'est des pathogènes et souvent ils sont perçus de manière négative parce que certaines espèces de champignons sont pathogènes d'espèces d'arbres commerciales, d'intérêt pour l'industrie québécoise. Donc ils peuvent être vus d'un mauvais œil parce que ils vont détruire les arbres qu'on va aller récolter. Donc c'est de la perte de productivité, c'est de la perte de rendement forestier. Sauf que ces champignons-là, ça c'est une vue très anthropocentrée, là, ce que je te partage, mais ces champignons-là pathogènes, si on enlève cette vision un peu anthropocentrée, ils sont également très importants pour la santé des forêts. Ces champignons pathogènes. Comment quelque chose qui est au détriment de l'un peut être prolifique Parce que justement, en fait, une forêt, mettons une vieille forêt, comment elle fonctionne? Elle est tout le temps en dynamique. Elle est tout le temps en train d'évoluer. Donc ça veut dire que, mettons, tu as des arbres qui s'installent, ils grandissent à plusieurs moments, voilà, ils grandissent. Et ensuite, au bout d'un moment, il y a certains arbres qui vont mourir. Tu sais, ça va va avoir de la régénération, il y a des arbres qui vont mourir, et entre autres, ces arbres, quand ils meurent, alors selon comment tu vois, ça peut être à cause ou grâce à des champignons qui vont les attaquer, qui vont fragiliser le bois, qui vont faire de la pourriture, et donc du bois mort. Dans le sens, les champignons sont vraiment à l'origine justement de pas mal tout le bois mort qu'il y a aussi en forêt. Et donc justement, le fait de tuer donc, des arbres de manière tout à fait naturelle, c'est un fonctionnement naturel de la forêt, ça va créer donc de la mortalité, donc des ouvertures dans la forêt, qui va favoriser ensuite la régénération d'autres espèces d'arbres qui avaient besoin de lumière et de trouées et de ces espaces-là. Et c'est en fait une dynamique naturelle. S'il n'y avait pas ces champignons-là pour faire des dynamiques, ce qu'on appelle des dynamiques de trouées, donc tuer des arbres, faire des ouvertures dans la forêt pour favoriser l'établissement d'autres espèces, c'est comme ça que la forêt fonctionne. Et les champignons, c'est grâce à eux qu'il y a cette mortalité-là et qui dynamisent en fait la forêt. Donc sans ces pathogènes-là, ils sont vraiment très 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 importants. Un peu comme les prédateurs en fait. Tu sais qu'on dit, je veux dire, s'il n'y aurait pas de loups, mettons, les loups, il y aurait trop de, je dis n'importe quoi, des caribous, il y aurait trop de caribous, ça ferait un déséquilibre dans cette dynamique-là. C'est de la régulation tout simplement naturelle des populations qu'il y a, donc les populations entre autres, les populations d'arbres. Mais c'est ça, donc les champignons pathogènes sont au cœur vraiment du fonctionnement naturel de comment en gros une forêt, comme on a ici, elle fonctionne naturellement comme ça. C'est pas quelque chose de bizarre ou d'anormal, c'est vraiment la norme. Il y a des champignons pathogènes qui font ça. Donc voilà, donc ça c'est un petit tour d'horizon de un peu les gros groupes qu'on a de champignons en forêt. Et tous ces champignons là sont en même temps. Dans une forêt, on a tout en même temps. On a à la fois des décomposeurs, comme dans une ville, tu bouges un peu là. On a tout en même temps et tout cela en même temps, il contribue justement à la santé, de manière générale des forêts, à leur résilience aussi, à leur croissance, tout simplement à leur dynamique. Voilà. Puis tantôt, on parlait je pense que c'est un peu comme un mythe, là, qu'on dit que les arbres se parlent entre eux grâce à ce réseau de mycologie. C'est-tu vrai, ça? Alors, c'est ça, donc cette histoire de Wood Wide Web. Donc, www, comme tu disais là. Alors, cette notion, elle a été notamment démocratisée par certains livres, justement, qui ont parlé de cette idée-là que les arbres
communiqueraient entre eux, genre mettons un arbre qui est au bout de la pièce et un autre qui est mettons dans le bâtiment d'en face, par exemple, ils pourraient se communiquer indirectement via un réseau donc, de champignons qu'il y aurait dans le sol qui connecterait en fait ces deux arbres entre eux. Tu vois, genre c'est comme moi là, bon là les gens peuvent pas voir mais je suis en train de faire deux côtés, faut s'imaginer deux arbres. Si je tendais, voilà, genre mettons si moi j'étais le champignon, je tends mon bras à gauche et à droite et je relie deux arbres via moi qui suis le champignon. Et ça, en fait, donc, c'est sujet à débat parce que dans la littérature scientifique, il y a certaines expériences, certaines études qui ont montré qu'il pouvait y avoir des transferts de molécules, entre autres, mettons, d'un arbre qui passe par le champignon avec lequel il est associé et qui peut aller, mettons, à un autre arbre ensuite. Ça, c'est des choses qui ont été montrées, il y a de la littérature là-dessus, sauf que c'est des expériences ou des études dans des contextes très spécifiques qui ne peuvent pas s'appliquer, mettons, à une forêt ou un paysage entier, par exemple. Ouais, ok, je vois. Parce que, mettons, pour suivre, mettons, le trajet, la vie d'une molécule qui est dans l'arbre et qui va ensuite être transférée à un champignon. Ça se voit pas à l'œil nu. Voilà, il faut, on arrive à les marquer, ça veut dire, mais il faut que ce soit dans des environnements contrôlés. Souvent, c'est pas in situ, c'est-à-dire c'est pas sur le terrain, donc c'est en laboratoire où on suit ces échanges-là dans des environnements contrôlés. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on a réussi à comprendre, mettons, le dialogue qu'il y a entre les champignons et les arbres en termes de molécules ou autre, c'est grâce à des expériences entre autres comme ça qui peuvent être faites en laboratoire. En fait. C'est ça, voilà. Donc et ça prend souvent des expériences contrôlées en laboratoire pour voir ça de manière précise. Électriques aussi. Un peu comme des influx nerveux. Il peut justement. Alors ça c'est encore un autre pan qui est très peu connu aussi, mais il y a aussi de là à dire communication. Communication, on le pense très anthropocentré là, comme nous on parle. C'est pas forcément comme ça que ça se passe, mais dans le sens, il y a des histoires d'influx nerveux et de communication électrique, comme dans n'importe quel organisme, dans beaucoup d'organismes. Donc bref, pour finir sur ces histoires donc de Wood Wide Web, donc on connaît ça dans la littérature, sauf que ce concept-là a été repris, a été amplifié, dans le sens a été amplifié, mettons, où justement, et c'est là où a émergé ce terme de Wood Wide Web, où là, vraiment, quand on parle de ça, les gens s'imaginent une forêt entière, donc des hectares et des hectares, qui sont tous les arbres, donc des milliers d'arbres qui sont connectés entre eux via des champignons et qui se communiquent, qui s'échangent plein de choses entre eux, etc. Donc, c'est pas forcément le cas, dans le sens on n'a pas de preuves actuellement scientifiques qui prouvent que, mettons, ce Wood Wide Web existe vraiment. Comme j'ai dit, on sait qu'il peut y avoir des échanges de molécules en laboratoire, etc. Ça, c'est connu. Mais de là à dire que, mettons, c'est un réseau entier à l'échelle d'une forêt qui existe vraiment et qui permet de la communication, je mets ça entre guillemets, de différents arbres entre eux, ça, on n'a absolument aucune idée de si c'est vraiment le cas ou pas. Et même si, mettons, ce réseau-là, mettons, à l'échelle d'une forêt entière existait vraiment, est-ce qu'il est fonctionnel ? Dans le sens, il peut mettons s'il existe, mais est-ce qu'il y a vraiment un transfert d'un arbre qui sont genre de deux arbres qui sont séparés par des hectares et des hectares de distance ? Ouais, c'est quoi la distance à laquelle ils discutent ? On ne sait pas. Là, ouais. Par exemple, s'il existe, donc est-ce qu'il est fonctionnel ? Est-ce qu'il est persistant dans le temps ? C'est-à-dire que, mettons qu'il existe, on le verra à un temps T, oui, mais est-ce qu'il est fonctionnel sur une longue durée ? Est-ce qu'il est fonctionnel toute l'année ? Il fonctionne comment ? On ne le sait pas, même pas. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est très débattu, parce que justement, c'est parti de quelques pistes de réflexion, quelques résultats qu'il y a eu dans la littérature, mais qui ont été extrapolés à des échelles et des environnements pour lesquels on n'a vraiment aucune idée de si ça existe vraiment ou pas. Fait que si on voit un TikTok le classique là, qui sont comme les arbres ça communique nanana puis ça se parle là, c'est pas prouvé en non, fait. Voilà, dans le sens c'est vraiment ça relève vraiment de la désinformation en ce moment. Justement, si vous vous renseignez que vous allez mettons chercher de la littérature ou des gens qui parlent de ça, justement ce qui ressort c'est que ce terme-là, mettons, a été utilisé parce que, pour vulgariser, dans le sens, mais en plus ça claque, d'ailleurs, voilà, genre, quand t'en parles à beaucoup de monde, ils connaissent des fois ça, ils disent, oui, j'ai déjà entendu le Wood Wide Web, les arbres se communiquent et tout. C'est un terme qui a été utilisé pour, justement, vulgariser le concept, etc., sauf que c'est, entre autres, il y a beaucoup de gens, des scientifiques qui pensent que c'est un exemple, un cas d'école de, justement, un peu de désinformation, ou dans le sens de le fait d'avoir voulu vulgariser un sujet en fait et d'avoir voulu l'amplifier, d'avoir voulu en faire un peu trop
peut-être. C'est trop catchy. Parce que c'était vendeur. Ouais, c'était vendeur pour faire des livres ou même autre, ou même juste aussi pour la recherche. Parce que quand on fait de la recherche, souvent on doit vendre nos sujets d'études pour avoir de l'argent. Et souvent, il faut rendre ça appealing. Il faut le rendre, c'est ce qu'on appelle la science sexy. Il faut rendre la science sexy. Pour ceux qui donnent l'argent, dans le sens, pour moi, toute la science est sexy de manière générale. Genre, c'est juste la science, c'est super en tant que tel, mais il faut convaincre ceux qui donnent de l'argent. Et il y a donc ce terme a été amplifié et a un peu été détourné au final de ce qui est vraiment la réalité. Et le fond de la science aussi, c'est d'accepter, on cherche. Il y en a qui vont dire on cherche et on trouve pas. On trouve des choses, mais une partie de la science et le fait d'être scientifique, c'est aussi savoir et accepter qu'on ne sait pas aussi. Ou d'accepter que, je dis, quand c'est justement ces vendeurs, on cherche un peu de la mauvaise façon la conclusion que si elle te plaît pas, c'est ça. Ça c'est aussi un autre enjeu en recherche, c'est ça se fait pas comme ça, dans le sens tu fais pas une recherche en voulant prouver ça marche pas comme ça, le résultat que tu t'attends. Dans le sens, on émet des hypothèses, on essaie de tester nos hypothèses et on voit si on les valide ou si on les invalide. Et si on les invalide et que ça correspondait pas à ce que, mettons, on s'attendait à voir, les hypothèses qu'on a fait, c'est la vie. Dans le sens, c'est mon dernier invité qui disait que le succès de son entreprise, ça relevait beaucoup de l'honnêteté intellectuelle. Exact. C'est ça. Donc pour finir sur ce sujet-là du World Wide Web, donc c'est un domaine qui est très intéressant, ces fameux réseaux de champignons dans le sol, et c'est un domaine qui mérite à avoir beaucoup plus d'études pour justement voir est-ce qu'ils existent vraiment, étudier les mécanismes et les transferts, mettons, de signaux, de molécules qu'il peut y avoir entre différents arbres, à différentes échelles spatiales. C'est vraiment un champ d'études qui est super, mais à l'heure actuelle, de là à dire tout ce qui a été véhiculé par ces termes-là, World Wide Web, non. Myth busted, comme l'émission, là. Voilà, c'est ça. Sinon, ce serait quoi le rôle d'un mycologue dans la restauration écologique puis la conservation? Alors, le rôle de mycologue, alors pour parler justement donc de la place que devraient avoir les mycologues dans la restauration, et je vais volontairement parler plus de la conservation de manière générale, que la restauration écologique, c'est un pan, mettons, pour restaurer des écosystèmes dégradés ou autres, mais de manière générale, on peut mettre ça aussi dans la grande boîte de conserver la biodiversité, les habitats, les écosystèmes. Et la place que je vois des mycologues, déjà actuellement, la mycologie, donc de manière générale et même de manière historique, a été négligée dans la sphère de la conservation de la biodiversité. Tout ça pour dire en gros que la conservation de la biodiversité, c'est beaucoup, pendant très longtemps, concentré sur les animaux et les plantes, parce que y a certains groupes d'animaux et de plantes qui sont plus faciles à étudier, plus faciles à connaître que, comme on en parle depuis le début, des organismes où il faut de l'ADN, il faut des choses très compliquées des fois pour les étudier et se rendre compte qu'on sait au final ça prend des rien. chercheurs qui savent, c'est ça. Bon, voilà. Donc c'est ça, donc il y a eu beaucoup plus d'argent et de temps qui a été mis pour protéger les animaux et les plantes, et donc ça a délaissé tout le reste de la biodiversité, qui est principalement donc microscopique, et dans ça, il y a les champignons, il y a les bactéries, il y a plein d'autres organismes. Et en fait, pourquoi c'est problématique, ça? Parce que en fait, justement, la plupart des politiques de conservation de la biodiversité et le cadre actuel dans lequel pas mal les gouvernements s'alignent pour mieux protéger la biodiversité, c'est le cadre mondial sur la biodiversité de Kunming à Montréal, qui a été signé ici à Montréal lors de la COP 15. Wow. Actuellement, c'est le cadre mondial qui fixe des objectifs, des cibles pour 2030-2050, donc des objectifs de tant de pourcentage, mettons, d'air protégé, d'air restauré, des objectifs pour protéger la biodiversité. La COP, là, en fait. Là. Oui, c'est ça. Okay, c'est ça. Exactement. Le cadre Kunming Montréal a été signé à la COP 15 ici à Montréal. Donc voilà, ça, sauf que ces objectifs-là, donc c'est protéger la biodiversité de manière générale, mais comment prétendre protéger la biodiversité de manière générale si on n'en protège au final qu'une toute petite partie, celle qu'on voit à l'œil nu? Parce qu'en fait, les animaux, les plantes, même nous, tous ces organismes qu'on voit à l'œil nu, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est un peu des exceptions dans le monde vivant. Ouais, c'est vrai. Si on regarde la population, là, je me rappelle le gros carré qui disait, dans le fond, c'est juste un quart, là, ou du tiers, là, c'est ça, c'est tout petit. Les 3/4 de la biodiversité sur Terre, elle est microscopique. Des champignons, des bactéries, on ne voit pas à l'œil nu.
mais ça se compte en des Ouais. milliers, des Bactéries, millions virus aussi, d'espèces. là. Oh, Ouais. c'est ça, je parle même pas des virus, parce que les virus, c'est... non, les virus, c'est Une autre histoire, là. c'est un groupe qui, on connaît très peu de choses aussi et qui est extrêmement diversifié. Mais bref, donc champignons, bactéries, c'est des millions et des millions d'espèces. Et en fait, les organismes qui ont réussi à dépasser la taille du millimètre, voire même du centimètre, sont vraiment très rares. On est des exceptions, nous deux. Enfin, l'espèce humaine, les grands poissons, mammifères, ouais, etc. au complet, ouais. Ceux qu'on voit à l'œil nu, en fait, dans le monde vivant, justement, on est une exception. Donc c'est ça. Donc en fait, les politiques de conservation se sont concentrées sur justement cette part visible de la biodiversité en laissant toute la partie invisible. Donc ça, c'est problématique. Donc voilà, ça a été délaissé, et les conséquences de tout ça, donc c'est-à-dire qu'il y a eu moins d'argent pour faire de la conservation et protéger des espèces de champignons, alors qu'on sait qu'il y a des champignons qui sont menacés, tout comme les plantes et les animaux, justement. Et ça, comment on le sait, c'est grâce à, peut-être que ceux qui écoutent en ont déjà entendu parler, c'est les fameuses listes rouges d'espèces. Oui, exact. C'est ça, donc les listes rouges d'espèces qui se font par l'Union internationale de la conservation de la nature, qui justement évaluent le potentiel, le risque d'extinction des espèces dans le monde. Et donc ils le font pour les plantes, les animaux, ils le font aussi pour les champignons. Là actuellement, à l'échelle globale, mondiale, il y a actuellement 1302 espèces de champignons qui ont été évaluées, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'exercice de voir, ok, c'est quoi le risque d'extinction de ces 1302 espèces de champignons. Donc c'est des champignons, pour ce cas-là, qu'on voit à l'œil nu, c'est du pied-chapeau, le classique, là. comme on se l'imagine. Et il y a des espèces de champignons qui sont considérées comme menacées. Tu vois, genre à l'échelle mondiale. Pour le cas du Québec, par exemple, il y a un rapport qui est publié tous les 5 ans, qui est notamment fait grâce au fédéral, c'est le rapport Espèces sauvages, et en fait, qui fait un peu le même travail que justement l'Union internationale de la conservation de la nature à l'échelle globale, mais là pour le nord-américain, et qui évalue les risques d'extinction des espèces qu'il y a au Canada. Okay. Donc plantes, animaux, ils ont les champignons, ils font les lichens aussi. Le dernier qui est sorti à date, il date de 2020. Et avec ce rapport, donc on a le détail justement des espèces qui sont à risque pour les provinces du Canada. Et mettons au Québec, il y a un petit peu plus de 400 espèces de champignons. Donc qu'on dit macro-champignons, donc macro c'est pour dire qu'on voit à l'œil nu. Voilà. Donc macro-champignons, il y en a un peu plus de 400 espèces au Québec qui sont considérées comme menacées. Ah, menacées, ok. Oui, qui sont considérées comme menacées. Et il y en a 20 qui sont considérées comme critiquement en péril. Parce que dans la catégorie menacée, il y a plusieurs degrés, on va dire. Okay. Il y a ceux qui sont considérés comme vulnérables, ceux qui sont vraiment en péril. Et la dernière catégorie, qui est vraiment celle la plus grave, c'est vraiment ceux qui sont critiquement en péril. Et il y en a, selon ce rapport-là, il y en a 20 au Québec, par exemple. Okay. Donc c'est là un peu le paradoxe, c'est que justement les champignons ont été un peu invisibilisés, alors que, on en a parlé, ils sont indispensables au fonctionnement de tous les écosystèmes. Et en plus, on sait qu'ils sont menacés. Mais pourtant, il y a très peu de choses, d'argent ou même de projets de conservation faits pour les protéger. Juste pour illustrer, par exemple, là j'ai dit 1302 espèces sur cette fameuse liste rouge globale à l'échelle mondiale. Ça peut... Peut-être qu'il y en a qui disent que ça paraît beaucoup, 1300, il y en a qui peuvent dire que c'est déjà très bien. Je suis d'accord, c'est vraiment déjà bien. Sauf que si on compare avec le nombre d'animaux ça, j'allais demander combien et de plantes au total qui ont été évalués, c'est un chiffre qui est totalement dérisoire. Pour illustrer ça aussi avec d'autres chiffres, mettons actuellement à l'échelle mondiale, on a décrit, en termes de nombre d'espèces de champignons, on connaît environ 100, il me semble, c'est un petit peu plus de 155 000 espèces de champignons qui ont été décrits à l'échelle mondiale, qu'on connaît. Donc il y en a qui sont visibles à l'œil nu, d'autres qui sont microscopiques. C'est surtout des espèces microscopiques qu'on a décrites. Ceux qu'on a découverts, du moins. Et voilà, que les scientifiques ont découvert et ont décrit, c'est leur ont donné un nom, etc. Voilà. Donc 155 000, sauf que les scientifiques estiment que sur la planète, c'est quoi le nombre total d'espèces de champignons qui existent et qu'on n'a pas du coup découvert. Les chiffres varient, mais mettons le chiffre le plus conservateur, ça serait 2,5 millions d'espèces de champignons qui auraient sur la planète. Ah ouais. Ouais, et c'est le chiffre le plus conservateur, c'est très certainement beaucoup plus que ça. Ah, parce qu'il y a le reste de l'océan qu'on connaît 5-6% de l'océan complet, là, parce que tu mentionnais qu'il y avait des champignons dans l'eau en plus. Exact.
Exactement, que ce soit dans plein justement d'écosystèmes qu'on connaît très peu, que ce soit les environnements aquatiques, même aussi dans les milieux terrestres, selon où est-ce qu'on est dans le globe, il y a des endroits où on connaît jamais été non plus, où on connaît très peu. Donc voilà, c'est un chiffre conservateur, mais genre mettons 2,5 millions d'espèces, ça voudrait dire que les champignons seraient le deuxième groupe le plus diversifié sur la planète après les insectes. Les insectes, ça se compte aussi en millions d'espèces d'insectes il y a qui auraient. Plus d'espèces d'insectes que de champignons? Justement, le groupe des insectes, les invertébrés, etc., les arthropodes de manière générale, c'est un groupe qui est extrêmement diversifié. Wow. Vraiment, ça se compte en millions d'espèces. Et il me semble que les chiffres, pour dire des bêtises, je crois que c'est au moins 10 millions d'espèces, quelque chose comme ça, selon les estimations, il me semble. C'est beaucoup. Et les champignons, mettons, si on prend ce chiffre conservateur de 2,5 millions, ça serait le deuxième groupe qui viendrait en termes de diversité. Donc, juste en termes de nombre d'espèces, c'est incroyable, déjà. Voilà. Donc ça voudrait dire qu'on aurait 2,5 millions d'espèces, on en a décrit, mettons, 155 000. Donc ça veut dire qu'on connaît moins de 10% de la diversité des champignons qu'il y a sur la Terre. Et on en a listé sur la liste rouge que 1300. Donc ça fait moins de 1%, voire même je crois que c'est moins de 0,01% des espèces de champignons qu'il y aurait sur la planète qui ont été listées par l'un des organismes de conservation qui fait la liste rouge, qui est le plus quand même important, qui a le plus de poids même au niveau politique. Mais tu mentionnes justement la population, c'est un bon métrique de se dire que vu qu'ils sont un gros nombre, donc nécessairement ils ont un gros impact, donc s'il n'y a que 1%, c'est très dommageable ou En fait, là, les chiffres ces chiffres-là que je donnais, c'est pour à la fois montrer à quel point il y en a beaucoup, à quel point on les connaît peu, et à quel point, en prenant juste le cas de l'IUCN, à quel point il y en a peu qui sont au final protégés. Parce que même si faire des listes rouges, c'est pas une finalité en soi, dans le sens, mettons, il y a plein d'espèces qui sont listées par liste rouge et qui sont peut-être menacées. On le sait du coup, mais après, c'est quoi les actions concrètes qu'il y a pour peut-être éviter que ces espèces-là vont vers l'extinction vraiment, etc. Ça, c'est une autre paire de manches. Les listes rouges, c'est un outil pour guider la conservation, mais après, la réalité, c'est les politiques, c'est l'argent qui est mis, c'est les priorités. Ça, c'était pour illustrer ça. Et mettons, par exemple, pour les oiseaux, les oiseaux, sur la liste rouge de l'IUCN, il y a 100% des espèces d'oiseaux décrits actuellement sur la planète qui ont été évaluées par l'IUCN. Là, pour les champignons, je disais que du coup, c'est justement 1302 espèces. Si on le rapporte par rapport à 155 000 espèces, c'est 0,8%. Ok, même pas 1%. C'est même pas 1%. Alors que pour les oiseaux, c'est 100% des espèces qui ont été décrites, qui ont été évaluées par la liste rouge. Ça illustre vraiment le rapport et la différence qu'il y a entre les champignons et... Là, j'ai pris le cas des oiseaux, mais il y a plein d'autres groupes d'animaux, de vertébrés, de plantes aussi qui ont été énormément listés par liste rouge. Donc voilà, donc c'est un peu le paradoxe que les mycologues et qu'on remarque, c'est que c'est un des groupes les plus importants, les plus diversifiés de la planète, mais c'est aussi l'un des moins connus et les moins protégés aussi de la planète. C'est un double, c'est deux axes mauvais. On n'en connaît pas, puis en plus on fait rien. C'est ça. Et le fait qu'on ne les connaisse pas, les trois quarts, on va dire que là, ça fait qu'on fait qu'on rien. Les connaisse pas, c'est ça. Et sauf qu'on les connaît pas, sauf qu'entre-temps, justement, toutes les perturbations, changements climatiques, les changements globaux qu'il y a, toutes les menaces qui pèsent sur les champignons ne disparaissent pas, elles sont toujours là. Donc ça veut dire qu'il y a un gros angle mort. C'est ça, mais ça veut dire qu'il y a énormément d'espèces de champignons qui sont en train potentiellement de disparaître. On le sait même pas. Mais on le sait même pas. Wow. Puis ça, on va se reprendre ça dans la gueule un moment donné dans le futur. Puis c'est ça, on le sait pas parce que là, je parlais de nombre d'espèces, c'est de diversité. Donc, mettons 2,5 millions d'espèces, oui, mais derrière ces espèces, il y a des rôles écologiques. Chaque espèce, justement, a sa place dans l'écosystème et il joue un rôle. Dans ces millions d'espèces, il y a des saprotrophes, il y a sans doute des mycorhiziens, il y a des pathogènes. Donc, c'est pas juste un nombre d'espèces. Biodiversité, c'est une diversité d'espèces, mais c'est aussi diversité des fonctions qu'il y a derrière. Donc, c'est autant de fonctions qu'on ne connaît pas et qui, peut-être, justement, s'il y a ces espèces-là qui sont en train, mettons, de disparaître ou qui sont impactées par, mettons, les changements globaux qu'il y a actuellement, c'est quoi les conséquences qu'il y a actuellement ou dans 10 ans, 20 ans pour nos forêts, pour les écosystèmes aquatiques, on ne sait pas.
puis que ça va nous revenir dans notre société. Voilà. Tu parlais justement que justement tu étais impliqué au niveau public dans tes projets scientifiques. Tu es entrepreneur et dans le fond, est-ce que tu veux nous parler de justement Mycosfera? Sfera, exactement. Mycosfera, c'est ça. C'est ça, donc tu l'as présenté au début, c'est ça. Donc Mycosfera, c'est donc un organisme à but non lucratif qui est tout jeune, c'est-à-dire que cet organisme, on l'a enregistré cette année en juin. Donc il est très récent, c'est une très jeune OBNL, mais cette idée, parce que donc on est plusieurs cofondateurs de cette OBNL, mais l'idée de créer cette OBNL a déjà été là depuis déjà au moins 1 an et demi, 2 ans, où on a été plusieurs à se rassembler. Et donc pourquoi Mycosfera? D'où ça vient? Donc c'est une OBNL qui a pour principale mission de mieux connaître les champignons qu'il y a sur le territoire québécois et au Canada, et surtout de mieux les protéger. Donc ça veut dire faire en sorte que les champignons, à l'échelle déjà du Québec et à l'échelle du Canada, soient mieux connus et mieux protégés par les politiques et les lois qui existent pour protéger la biodiversité qu'il y a sur le territoire. Par exemple, au Québec, juste à l'échelle du provincial, on a, mettons, une loi, la loi sur les espèces menacées et vulnérables, où on a des listes d'espèces de plantes et d'animaux qui sont listées par cette loi et via des listes officielles. Comme une bibliothèque, là. C'est ça, genre d'espèces qui sont menacées ou vulnérables et donc qui méritent à avoir de l'argent ou des projets justement pour mieux les protéger. Et qui font partie des 1302 que tu mentionnais en fait. Là. Non, alors là en fait, là en gros, là je parle, mettons, là à l'échelle du Québec, parce que là les 1302 c'est les espèces de champignons qui ont été listés à l'échelle globale par cette fameuse liste rouge IUCN. Là, donc, les notes ils font pas partie de ceux-là. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, ça, l'IUCN, donc c'est l'IUCN, c'est alors j'ai pas en tête le statut légal, mais tu sais, c'est comme une NGO, enfin un organisme non gouvernemental, etc., qui fait ce travail-là à l'échelle globale. Mais après, à l'échelle de chaque pays, il y a les lois internes à chaque pays, et là après c'est une autre paire de manches. Ça veut dire que, mettons, à l'échelle du Québec, par exemple, cette fameuse loi qui protège les espèces menacées en péril sur le territoire, elle s'applique exclusivement et uniquement aux plantes et aux animaux. Ah, ok. C'est-à-dire que dans la loi, il n'y a pas de champignons inclus. C'est une loi, tu sais, c'est une loi, la loi sur les espèces menacées et vulnérables, et c'est écrit noir sur blanc que ça s'applique aux espèces floristiques et aux espèces faunistiques, donc les plantes et les animaux. Il n'y a pas de champignons dedans. Alors qu'on l'a mentionné. On vient de dire que c'était important. C'était important et qu'il y en a, en plus, on sait, au Québec, il y en a qui sont menacés. Voilà, donc il y a justement, comme je disais, mettons le fait qu'on sait, soit via ces rapports-là, que je te parlais, donc le fameux rapport espèces sauvages, ou via des listes plus globales, donc via l'IUCN, ça donne des informations, mais après, sur le terrain, selon les pays où tu es, selon les lois qu'il y a en place, c'est une autre paire de manches ensuite. C'est pour que ces informations-là et cette sensibilité-là ensuite soient traduites sur le terrain. Donc c'est ça, à l'échelle du Québec, donc les champignons ne sont pas couverts par la loi qui protège justement les espèces menacées et vulnérables. À l'échelle du Canada, c'est un petit peu mieux parce que l'équivalent de cette loi à l'échelle fédérale, c'est la loi sur les espèces en péril, donc qui couvre tout le Canada à l'échelle fédérale. Et dans cette loi, ça inclut donc les animaux et les plantes et tous les autres organismes, sauf en excluant les bactéries, les virus. Donc ça inclut indirectement les champignons, même s'ils ne sont pas écrits noir sur blanc. Donc c'est un petit peu mieux, mais ils ne sont pas écrits noir sur blanc quand même. Voilà. Donc un gros red flag, c'est que c'est même pas inclus. Là. C'est ça. Donc c'est une des missions qu'on a avec Mycosfera, c'est via, je vais le détailler après un petit peu là, tout le travail qu'on fait à la fois de science citoyenne, de vulgarisation, de sensibilisation, c'est que les champignons puissent être intégrés dans cette fameuse loi déjà à l'échelle du Québec pour qu'il puisse y avoir une liste d'espèces de champignons menacés et vulnérables à l'échelle provinciale, pour qu'il puisse y avoir ensuite de l'argent et des moyens mis pour les protéger justement, et mieux les connaître. Ouais. Voilà. Donc que ça soit écrit comme tu dis noir sur blanc, faunique, végétal, virgule. C'est ça. Exactement, et c'est en fait ça part, c'est pas que nous entre guillemets qu'on a une lubie, on se dit tiens allez à l'échelle du Québec faut que ce soit ça. C'est en fait on fait partie, on s'inscrit dans un mouvement qui est beaucoup plus global à l'échelle mondiale, où il y a plusieurs initiatives depuis pas mal d'années un peu partout dans le monde qui justement visent à ce que les champignons soient reconnus sur un même pied d'égalité en fait que les plantes et les animaux dans les politiques environnementales et de conservation de la biodiversité.
C'est un mouvement justement qui a quelques années, qui prend de plus en plus forme. Et en 2018, il y a justement une initiative qui s'appelle l'initiative 3F. OK. Qui, en fait, donc 3F, c'est pour faune, flore et fonge. Oh. Donc fauna, flora et fonga. OK. C'est une initiative justement pour démocratiser l'utilisation du terme, donc en français quand on le traduit c'est fonge, comme un terme qui était équivalent à flore, faune, mais pour désigner la diversité des champignons qu'il y a dans un lieu donné. Et pour qu'il soit démocratisé, que ce terme soit utilisé sur un même pied d'égalité que la faune et la flore dans les textes de loi, quand on en parle, et quand on parle de biodiversité de manière générale. Parce que la philosophie derrière ça, c'est que, en fait, l'invisibilisation des champignons, entre autres, ce qu'on a parlé d'un point de vue scientifique, historique, ça passe aussi par le langage. Que les champignons sont invisibilisés parce que, quand on parle de biodiversité, souvent, faune, flore. C'est dans les écrits, c'est pas à cause qu'on le voit pas qu'il n'existe pas. Exact. Exactement, et donc cette initiative, c'est d'apporter ce terme pour qu'il puisse être utilisé et, via le langage, contribuer à rendre les champignons un peu moins visibles, justement à les mettre un peu sur le devant de la scène aussi, et dire à la fois au grand public, aux décideurs politiques, à tous les secteurs de la société civile, il y a la faune, il y a la flore, évidemment, qu'il faut les protéger, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les champignons. Et justement, c'est pas entre guillemets, une lubie de mycologue, tu sais, de se dire on veut nos organismes qu'on étudie dans la loi. C'est pas du tout ça, c'est que le fait qu'ils soient inscrits noir sur blanc, c'est que ça lève ensuite des fonds. Des fonds de l'argent, vraiment. Parce que tu disais, parce qu'il n'y a rien investi, puis si ça le fait, on commence le travail. Là. C'est ça, parce que comment arriver à avoir de l'argent, convaincre des gens qui ont l'argent ou qui peuvent t'aider à faire toi ta recherche, comment les convaincre de te donner de l'argent pour quelque chose qui ne connaissent même pas, qui ne voient pas et qui est même pas, mettons, inscrit dans la loi ou dans les objectifs, mettons, à l'échelle provinciale de protection de la biodiversité. Vous n'avez pas de support d'en haut, en fait. Non, c'est ça. De la hiérarchie en haut, en fait. Donc c'est ça. Donc on s'inscrit dans ce mouvement-là. Et mettons, pour donner un exemple, mettons, le Chili a été en 2013 le premier pays qui a intégré les champignons, les champignons dans ses lois environnementales. C'est le premier pays qui a fait ça, en fait. En 2013. Et pourquoi le Chili plus que les autres pays? Parce que le Chili, c'est notamment au Chili où il y a eu justement, donc un organisme non gouvernemental qui a été créé, qui s'appelle la Fungi Foundation, qui est une grosse NGO à l'échelle globale, qui a justement les mêmes missions que nous là. À l'échelle globale, c'est mieux protéger les champignons et les rendre plus visibles dans les politiques environnementales. Et c'est notamment grâce à ce groupe-là qu'il y a eu cette fameuse initiative du 3e F, là, Fonge, et justement, est donc l'une des fondatrices, justement, et au Chili. Donc, et ils ont fait un énorme travail de communiquer avec les politiques là-bas au Chili pour que les champignons soient intégrés dans la loi, et ça a été le cas, c'est en 2013, hein. Ça commence déjà à faire un petit bout déjà, donc ça a été le premier pays, et il y a de plus en plus de pays, justement, qui font cette démarche de pas forcément intégrer des champignons dans la loi, mais déjà qu'ils entament une démarche avec les scientifiques pour, déjà rien que dans leur langage, dans les textes qu'ils produisent, gouvernementaux, etc., que les champignons soient intégrés, déjà. Qui en gros, qui a un langage qu'on appelle mycologiquement inclusif. Voilà, c'est vraiment comme ça que c'est dit. Wow. Mais c'est vrai que c'est ça, en fait. Ça devrait. Exactement. Donc nous, on essaye que les champignons soient inscrits à l'échelle du Québec dans les lois qui protègent la biodiversité pour qu'il y ait à la fois donc, de l'argent qui puisse être levé pour mieux connaître et mieux protéger les champignons, et aussi pour, donc c'est une manière pour sensibiliser le grand public et aussi les décideurs politiques à l'importance des champignons pour la biodiversité et pour la protection de la biodiversité de manière générale, qu'il n'y ait pas que les animaux et les plantes, qu'il faut aussi intégrer les champignons. Voilà. Tu mentionnes que cet organisme-là, c'est les premiers en 2013. Est-ce que vous êtes le deuxième? Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres à travers le monde? Comment ça marche cette industrie-là? La Fungi Foundation, c'est ça. Donc c'est pas mal les seuls dans leur genre, dans le sens à l'échelle globale, parce que c'est quand même ils ont grandi depuis, ça s'est rendu quand même une grosse NGO. Nous, justement, on a vraiment des objectifs similaires, mais à l'échelle nord-américaine, donc nous, c'est Québec, Canada, qu'on veut vraiment pousser ça. Même si on commence à développer, on s'élargit de plus en plus, puisque comme je te disais, on n'est pas seul, en fait. On s'inscrit dans un élan où il y a plein de monde, un peu partout dans le monde, qui essaye de pousser ça. Mettons, je prends l'exemple du Royaume-Uni, où il y a pas très longtemps, justement, il y a une sorte pareille d'organisme qui s'est créé, qui s'appelle The Culturing Dish,
qui est un réseau, c'est un organisme qui veut rassembler tous les acteurs de la conservation des champignons à l'échelle du Royaume-Uni. Des chercheurs, des gens qui font de la conservation plutôt des plantes, des animaux. Vraiment, donc mettons ça c'est une initiative très récente à l'échelle du Royaume-Uni. Pareil, qui veut pousser la reconnaissance des champignons. C'est ça. Wow. Et là, je parle du Royaume-Uni. Et moi, je trouve que le Royaume-Uni, c'est un très bel exemple. Et ce qu'ils font de manière générale, pas que ceux qui ont créé The Culturing Dish, mais le pays de manière générale. Parce que le Royaume-Uni, avec le Chili, justement, ce sont deux pays assez pionniers, justement, dans cette reconnaissance des champignons au niveau politique. Parce que c'est... Donc le Chili, le Royaume-Uni et la Fungi Foundation, donc cette NGO à l'échelle globale, qui ont fait en sorte que lors de la dernière COP16, qui s'est déroulée à Cali, qui a eu un plaidoyer, ils ont écrit tous les trois un plaidoyer, qui s'appelle le plaidoyer pour la conservation des champignons, qui est un texte qui justement incite tous les partis qui participaient à la COP, donc tous les gouvernements, il les invitait à signer ce plaidoyer, et à s'engager pour mieux protéger les champignons et reconnaître les champignons dans leurs lois environnementales, chacun dans leur pays respectif. C'était une initiative à l'échelle globale, à l'échelle des COP. Qui est le but de COP, en fait là. Ça respecte la mission, en fait. Exactement, ça respecte totalement la mission et la COP ne fait pas exception à ça, dans le sens que les champignons sont quasiment absents des discussions lors des COP et des gros rassemblements internationaux comme ça. Donc cette initiative, ça a été pour mettre les champignons un peu sur le devant de la scène avec un plaidoyer. Et là, actuellement, il y a 13 pays qui l'ont signé. 13 pays qui ont signé ce plaidoyer, sauf que malheureusement pour la COP16, ce plaidoyer n'a pas reçu assez de signatures de pays pour que ce soit mis entre guillemets sur l'agenda et que ce soit discuté avec tout le monde. Mais par contre, il continue à recueillir des signatures de pays et ce plaidoyer va être de nouveau discuté et représenté lors de la prochaine COP17 qui se déroulera en Arménie l'année prochaine. Donc ça, c'est quand même un gros... c'est très noble comme mission. Un gros step. Exactement, j'allais dire un milestone. Désolé pour le anglicisme là, mais aucun stress. Voilà, c'est ça. Donc voilà, est-ce que la majorité des pays qui ont signé, c'est des pays du Nord global ou il y en a quelques-uns du Alors, je pourrais pas aussi? te sortir la liste précise. Par contre, de mes souvenirs, évidemment, dans les 13, ça inclut le Chili, le Royaume-Uni. Il y a la République du Mexique. Il y a, il me semble, l'Islande. Il y a qui d'autre? Je pourrais pas dire après le reste, mais il y a c'est un mix de c'est pas il y a, il me semble, sous réserve de vérifier, mais il me semble qu'il y a quand même pas mal de pays du sud global justement, plus que des pays, on va dire, occidentaux, nord-américains, nord-Europe, nord-américains. Par exemple, le Canada ne l'a pas encore signé. Mais c'est ça, justement, pour votre mission, justement, de vouloir le faire reconnaître au Canada, puis un jour... Exactement, c'est ça. Donc voilà, donc mettons, ça aussi, le fait que le Canada, mettons, soit pour la prochaine COP ou dans un futur plus ou moins proche, signe ce plaidoyer qui est présenté lors des COP, rien que ça, déjà, c'est un engagement fort, qui peut être à la fois symbolique, mais... Tu sais, le fait de le signer, c'est-à-dire que le pays s'engage à vraiment essayer de mettre les moyens, que ce soit financier, via le langage, en inscrivant les champignons dans leurs lois, plein d'autres affaires qui peuvent être faites pour mieux protéger. C'est quand même un acte fort. C'est quelque chose, évidemment, que ce soit moi, nous, à Mycosphera, ou même les mycologues de manière générale, nous, on souhaite que le plus de pays et que tous les pays puissent signer du jour au lendemain, ça serait la mission que tous les pays soient inclus. Pour, justement, qu'il y ait une mission globale, justement, genre que ce soit pas... Parce que depuis le début, c'est beaucoup d'initiatives un peu partout, dont certaines qui sont quand même assez grosses aussi, là, comme on a parlé, qui ont quand même une vision un peu globale. Mais le but aussi, c'est bien d'avoir plein d'initiatives un peu partout. Mais justement, le but, c'est de pouvoir aussi que tout ça puisse résulter en un mouvement vraiment global, des efforts joints pour vraiment faire avancer les choses à l'échelle globale. Et évidemment que c'est très bien que tout bouge un peu à droite à gauche et qu'il y ait des choses comme ça. Il y a le Chili, le Royaume-Uni qui proposent ça, d'autres affaires ailleurs, par exemple. Parce qu'il n'y a pas de pays où il n'y a pas de champignons. Il faut que ça... Exact. Il faut que c'est important que tout se monte en même temps. Tu l'as très bien dit dans le sens... évidemment, là, on parle de la planète entière. Il n'y a aucun pays qui fait exception en termes de champignons, dans le sens... tous les pays, en fait, ont intérêt... même en Arctique. Mais c'est ça, en fait, tous les pays, peu importe où ils sont, ont intérêt à mieux protéger les champignons s'ils veulent
atteindre les objectifs, les cibles fixées par le fameux cadre mondial sur la biodiversité, des cibles fixées par leur propre loi aussi de protection de la biodiversité sur leur territoire. Ils ont tout intérêt à intégrer les champignons, parce que comme on l'a dit, ils sont omniprésents, ils sont partout, ils sont indispensables. Donc si tu les intègres en même temps que les animaux et les plantes, et que tu mets de l'argent pour les protéger, tu fais une pierre deux coups, une pierre 10 coups, quoi. Tu protèges tout. Un million de coups, quoi. C'est ça, exactement. Exact. Voilà, c'est ça. C'est quoi ton opinion, justement, on ouvre une petite parenthèse, mais c'est quoi ton opinion, justement, sur la COP, puis ça, ce que, justement, vu que c'est un organisme à but non lucratif, comment tu vois le rôle de la société civile à la COP, justement, est-ce que c'est important qu'il y en ait plus de gens, moins de gens, ou si c'est trop dilué, ou... Oui, dans le sens, oui, parce que, c'est... Évidemment que c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une plus grande implication, mettons, de la société civile de manière générale dans ces questions-là. Parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, j'en ai parlé justement, que ce soit avec des gens à l'université ou même des amis, justement, les COP, les gros rassemblements comme ça, des fois peuvent paraître un peu loin, mais dans le sens, pas juste physiquement, hein, juste loin dans l'esprit, parce que c'est des gros rassemblements où il y a beaucoup de politique. Les COP, c'est vraiment le cas, dans le sens, c'est les gouvernements qui se rassemblent, qui parlent, qui prennent des heures à discuter, genre de telle virgule, tel mot dans tel texte, etc. Ça peut paraître très... On parlait justement du creux entre la population puis les gens qui font justement de la recherche très scientifique, c'est loin de la population. C'est ça, alors les scientifiques, ou même juste ceux qui font des textes de loi, ouais. Qui vivent, et même juste ceux qui vivent sur le territoire, ceux qui occupent le territoire, dans le sens, tout simplement déjà, tu vois. Et ça, justement, ça peut paraître lointain, et cette connexion, justement, elle doit se faire mieux, ça c'est clair et net. Et ce qui est bien avec ces initiatives-là, la Fungi Foundation ou même d'autres initiatives comme la nôtre, je l'inclus dedans, c'est que c'est aussi beaucoup de science citoyenne, ça vient des citoyens. En sens de Mycosphera, on est une équipe qui est vraiment transdisciplinaire. C'est-à-dire que dans le conseil d'administration, on est en comptant le conseil d'administration, les cofondateurs, on est déjà un petit peu plus entre 10 et 15. C'est beaucoup, hein. J'avais regardé sur le site, là, j'étais genre, OK, je scroll, il y a beaucoup de gens, là. Il y a quand même du monde. C'est un gros conseil d'administration. C'est ça, et si on compte maintenant, puisque maintenant on peut, avec notre organisme, les individus ou même les autres OBNL peuvent adhérer à l'organisme. Si on compte maintenant tout le monde qu'il y a, on commence à être une trentaine en tout là. Donc c'est félicitations, en fait, c'est bien. Merci beaucoup, c'est gentil. Justement, on se rend compte de plus en plus, à force de se déplacer dans des événements ou autres, que la cause des champignons prend de l'ampleur à l'échelle du Québec. Donc c'est vraiment un point positif. Un bon signe. Donc c'est ça, donc Mycosphera, et donc on est une équipe transdisciplinaire, on est beaucoup d'étudiants. J'en suis l'exemple, dans le sens, donc je suis l'un des cofondateurs et je suis président actuel donc, de l'organisme. Je suis étudiant au doctorat. Il y a d'autres étudiants justement dans l'équipe, notamment une doctorante qui fait de la muséologie, qui fait de l'art, qui allie champignons et art. Ouais, wow. Par exemple, on a également un autre doctorant qui étudie la chimie des champignons, les molécules que les champignons justement produisent, des molécules odorantes, les truffes notamment. Ah ouais. Par exemple. Ah, c'est trop bon. On a également des citoyens scientifiques, des gens qui connaissent les champignons, qui font des inventaires, qui vont sur le terrain, qui identifient les champignons. Justement, on a aussi des professeurs qui nous aident, des professeurs, justement une professeure en mycologie aussi à l'Université Laval, on est vraiment très transdisciplinaire. C'est très bien. Vraiment, et ce que je trouve que les deux forces de Mycosphera, c'est donc la transdisciplinarité et aussi la jeunesse. Quand je parle jeunesse, je l'entends, je parle de ça parce qu'il n'y a pas très longtemps, avec le directeur général de Mycosphera, on était à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, lors du congrès, justement, le congrès sur la nature de l'IUCN, qui était là-bas, et justement, une des discussions qu'il y avait là-bas, donc c'est un très gros événement, il y avait plus de 10 000 personnes qui participaient, l'une des discussions, c'était la place de la jeunesse dans la conservation de la biodiversité. Et la jeunesse, ils l'entendent, si je me souviens bien, c'est en dessous de 35 ans, quelque chose comme ça. Bref, ils ont un critère d'âge, mais moi, dans ma tête, la jeunesse ne se résume pas à un âge. Voilà. Ouais, fair, c'est très vrai. Mais donc voilà, donc je trouve que l'une des autres forces de Mycosphera, c'est à la fois la science citoyenne, de la transdisciplinarité et aussi la force de la jeunesse, au sens des étudiants, des doctorants, des citoyens scientifiques qui sont entre guillemets jeunes, qui justement se mettent tous ensemble pour essayer de faire avancer justement les connaissances et la cause des champignons de manière générale. Parce que pour très brièvement dire ce qu'on fait aussi, parce que là on parle juste de l'organisme, mais qu'est-ce qu'on fait sur le terrain,
On a un gros volet, c'est les inventaires, dans le sens accumuler de la donnée. Parce qu'on le dit depuis tout à l'heure, on manque de connaissances sur les champignons sur le territoire québécois. Actuellement, au Québec, on connaît un petit peu plus de 3500 espèces de champignons, dont des macro-champignons, ceux qu'on voit à l'œil nu, qui sont documentés. Mais justement, la plupart de la biodiversité des champignons au Québec, qu'elle soit visible ou invisible, on la connaît évidemment pas. C'est la même histoire qu'à l'échelle globale. Ouais. Donc, accumuler ces connaissances-là. Et en plus, on a un volet éducatif, sensibilisation, où justement, on essaye, donc comme je t'ai dit, on a une équipe en termes de scientifiques, etc. On est vraiment une équipe transdisciplinaire, on a beaucoup de monde pour faire des conférences, tenir des kiosques dans des événements sur la conservation de la biodiversité. Dans les écoles, j'imagine. Hein. Dans les écoles, justement, on a quelqu'un, justement, l'un des cofondateurs, qui est accordéoniste, qui fait justement des pièces de théâtre sur les champignons pour les enfants. Waouh! Oui, c'est Joël Co, justement, je le salue s'il écoute, si jamais le podcast. Voilà. Donc c'est ça, on a vraiment... Voilà, je trouve que c'est vraiment l'une des forces. Donc, on fait des conférences, des kiosques. On fait également, justement, Joël a fait justement des sorties dans les cours de mycologie, mettons, dans certaines universités. Les conférences, ça peut être à l'université, pour aussi des conférences pour les clubs de mycologues amateurs. Parce que, mettons, au Québec, il y a 16, il me semble, si je me trompe pas, il y a 16 clubs de mycologues. À l'université, les cégep et tout? Non, c'est les clubs, c'est des statuts d'OBNL, il me semble. Genre, la plupart, c'est des clubs. Mettons, il y en a un à Montréal, il y en a un à Québec, il y en a un en Abitibi-Témiscamingue. C'est des clubs, justement, de passionnés. C'est une association, en fait, qui fait des sorties lorsque c'est la saison des champignons. C'est qui fait des sorties où ils ramassent des champignons, ils les identifient avec les adhérents, ceux qui veulent venir. Ils font aussi, mettons, à Montréal, ils font des conférences pour les adhérents, etc. Donc, il y en a certains, ça peut être lié à l'université, dans le sens, il peut y avoir des liens, mais c'est des associations en tant que telles, des clubs de mycologues, des associations de mycologie dans telle ville, il y en a en Gaspésie, il y en a... Bon, bref. Voilà. Puis vous leur donnez une vitrine par votre OBNL ou... Ce qui est bien, c'est que justement, nous, on est un organisme de conservation. On n'est pas un club de mycologues, donc on a justement des missions qui sont ultra complémentaires, justement, et on a justement évidemment des liens. Dans notre CA, justement, il y a des gens qui sont ou qui étaient sur des CA de clubs de mycologues, parce que la plupart des citoyens scientifiques qu'il y a dans l'équipe, c'est des mycologues amateurs qui font de la mycologie depuis genre 10-15 ans, donc ils ont été dans des clubs à Montréal, à Québec ou autre. Donc justement, le lien se fait très bien entre les deux. Et on a des missions complémentaires aussi communes. Mettons aussi la sensibilisation du grand public sur les champignons. Les clubs de mycologie en font aussi beaucoup. Donc c'est ça un peu nos missions. Et la dernière, qui est le lien entre tout ça, la science, la sensibilisation, c'est de traduire les données qui sont collectées, donc la science qui est faite sur les champignons, traduire cette science-là en actions concrètes, politiques, de conservation, vraiment que ça puisse se percoler dans la sphère politique, dans les décisions, dans les textes de loi. C'est ça, parce que on en parlait justement avant le podcast aussi, c'est l'un des enjeux de la science, c'est bien de faire de la science, d'accumuler des données, de savoir, mettons, que telle chose est menacée, telle chose est en danger. C'est une première étape qui est nécessaire, mais après, il faut que cette connaissance-là puisse percoler, être transférée en des actions concrètes de conservation, des choses vraiment qui vont aider à protéger la biodiversité sur le terrain, à l'échelle des réalités provinciales, fédérales, des municipalités ou autres. Donc voilà, on a cet axe-là où on veut essayer de justement que ça puisse être reconnu dans ces sphères-là aussi, les données qu'on accumule et que juste la science accumule de manière générale, dans le sens. Voilà. Justement, genre au niveau de la gouvernance puis la vision stratégique, c'est comment votre conseil d'administration il influence la direction stratégique justement pour ces objectifs-là? Est-ce que vous avez genre des avocats ou des personnes qui font des textes de loi, qui sont plus spécialisés ou qui s'y connaissent mieux pour obtenir ces objectifs-là? Justement, pour l'exemple, là, c'est un bon exemple, là, justement, avocats ou des gens qui peuvent justement conseiller pour justement les missions qu'on a. La chance qu'on a avec donc Mycosphera, c'est que on a donc un CA, mais on a créé lors de la fondation un conseil aviseur. Donc justement, là, actuellement, il y a 2 personnes. Donc c'est des personnes qui sont dans ce conseil et qui ont un rôle vraiment pour nous conseiller. C'est-à-dire
entre guillemets, pour faire simple, ils nous regardent d'un point de vue extérieur, ils regardent ce qu'on fait, ils regardent ce qu'on les missions, les stratégies qu'on met en place, et avec leur expérience, c'est des gens qui ont de l'expérience justement scientifique, en mycologie ou autre, et ils nous donnent leur avis justement pour être sûr que ça va vers la bonne direction. Dans le sens, le rôle de président, etc., c'est aussi ce rôle-là, dans le sens, il y a un directeur général, il y a un président, etc., et les membres du CA sont aussi garants de vers où l'organisme va aussi. Mais le conseil aviseur, justement, on y tenait pour justement avoir un œil extérieur supplémentaire, parce qu'on croit au fait que justement pour faire avancer la conservation des champignons et nos missions, on ne peut pas le faire juste nous. À vase clos, exact. C'est ça, ça ne marche pas comme ça, et de toute façon tout ne marche pas comme ça, dans le sens où tu ne peux rien faire seul à 100%. Justement, et parce que un peu à l'image des champignons symbiotiques, etc., on peut pas être seul, il faut tout le temps qu'on communique, qu'on soit en symbiose avec les gens, en fait, juste qu'on communique, qu'on fasse les choses ensemble, ça c'est extrêmement important. J'ai l'impression que c'est un défi qui est très collectif, là. Je veux dire, ça prend plein de types d'expertise, la population, des scientifiques, des doctorants, des étudiants, la population, des législateurs et tout, non? Exactement. Okay. Et pour l'aspect législateur, justement, actuellement, on n'a pas de personnes, qui, mettons, a la capacité de faire des textes de loi ou nous conseiller sur des textes de loi en tant que tels. Dans le sens, nous, pendant ce qu'on fait, c'est essayer de pousser pour que les champignons soient reconnus. Si un jour on y arrive, et on espère que ça va arriver un jour, justement, après, justement, ça, avec tout le réseau de contacts qu'on a et qu'on se fait au fur et à mesure dans le milieu de la conservation et autres, après, c'est collaborer avec des gens, justement, qui peuvent, parce que ça ne sera pas nous, forcément, directement, qu'on va écrire la loi et qu'on va, parce que dans le sens, juste rajouter les champignons dans la loi sur la protection. Mais c'est pas votre rôle de toute façon dans le faire. Là, donc. Exactement, c'est exactement ça, tu l'as très bien résumé. Nous, on veut, via influencer les décisions politiques pour que les décisions politiques en matière de conservation de la biodiversité se basent sur la science. Parce que là, tout ce qu'on fait là, nous, c'est champignons, mais dans le sens, c'est de la science. Il faut que ce soit basé sur la science, donc on essaie d'influencer, mais après, si un jour ça arrive, l'écriture en tant que telle, rajouter le mot champignon, ou si jamais, là on rêve qu'il y ait des lois spécifiques ou etc. qui soient écrites de nouvelles, ça après c'est pas nous qu'on va les écrire, mais par contre avec tout le réseau transdisciplinaire qu'on a et de collaborateurs qu'on a aussi, on a justement la possibilité justement de parler avec des gens qui... Justement, quand on était à Abu Dhabi, on a eu la chance de parler avec des représentants de sous-ministres justement du gouvernement québécois. On a pu parler avec plein d'acteurs politiques de pays différents parce qu'ils étaient là. C'est le but. C'est the place, voilà, pour eux. Donc c'est ça. Donc on se construit aussi un réseau, et c'est l'une des forces, une autre force aussi de Mycosphera, c'est l'aspect réseautage. On peut le dire comme ça, c'est vraiment, comme je disais, faire de la conservation des champignons ne peut pas se faire que par des mycologues. Si on veut protéger les champignons, il faut qu'on travaille avec des gens qui connaissent ou qui font de la protection des plantes, des animaux, des gens qui connaissent la loi, des gens qui sont sur le terrain, des gens qui sont scientifiques, qui parlent à la communauté complète. Tout le monde. Parce que le fait de faire ça, si mettons un jour les champignons sont mieux protégés, mieux reconnus dans la loi, in fine, c'est aussi pour la société civile qu'on le fait, et le bénéfice à la fin c'est pour la société. Parce que mieux protéger les champignons, c'est mieux protéger nos forêts, qu'elles soient plus résilientes, c'est mieux les protéger face à l'aménagement forestier ou au changement climatique ou autre. Donc in fine, parce que ces écosystèmes-là, ils sont à l'origine, ils sont construits et façonnés par les champignons. Mais mettons les forêts, ensuite c'est nous qu'on a bénéficié d'une manière. Jusqu'à nous après. Ouais. Exactement, donc c'est aussi pour la société civile, c'est pour les champignons pour qu'ils soient mieux protégés, c'est pour les écosystèmes dans lesquels ils habitent et qu'ils ont façonné, et c'est aussi pour nous, la société, les sociétés humaines qui en dépendent de manière directe ou indirecte. Donc c'est pas juste de la crédibilité scientifique, où ça passe par là, évidemment c'est un pilier important, bien sûr, mais c'est pas tout ça non plus. Là. Exactement. Puis c'est quoi les défis qu'il faut, puis les opportunités à aller chercher justement pour votre OBNL, puis le domaine mycologique dans le futur? Alors pour commencer, pour le domaine OBNL, les défis qu'il y a, c'est ça, on en parle un peu depuis le début, justement il y a plusieurs défis. C'est d'abord, tu parlais un peu de crédibilité. C'est un peu dans ce sens, parce que le domaine des champignons et de leur conservation, ça peut paraître pour beaucoup de monde, même des gens qui font de la conservation de la biodiversité depuis un moment, ça peut paraître très nouveau. Très nouveau. Et le fait que ce soit très nouveau, ça peut souvent être perçu comme un changement. Dans le sens, une chose nouvelle qui arrive, mettons qu'on veut que les champignons soient reconnus dans la loi. Pour certaines personnes, ça peut paraître un gros changement.
Et souvent, l'humain, le changement, il n'aime pas ça. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Un classique. C'est un classique. Donc, un des défis, justement, c'est ça, c'est ancrer l'organisme, donc Mycosphera, dans le réseau des acteurs de la conservation et le milieu de l'OBNL. C'est ancrer sa crédibilité en tant qu'OBNL, les gens qui sont dedans, parce que ça peut être perçu genre comme quelque chose de nouveau, et ceux qui sont un peu contre le changement, ça peut être vu des fois d'un mauvais œil, À cause que c'était comme un défi de partage de pouvoir, ou comment ça fonctionne? L'humain des fois est un peu compliqué des fois, genre quand c'est nouveau, etc., ça peut être des fois vu un peu de manière négative, parce que mettons ça peut arriver des fois que mettons il y a des gens qui disent parce que nous c'est les champignons. Ils peuvent dire oui, mais mettons vous c'est les champignons, mais si on suit votre raisonnement, ceux qui travaillent sur les vers de terre, il faudrait que aussi les vers de terre soient écrits dans la loi, il faudrait que c'est ça peut des fois être tourné en dérision, et voilà, ils voient genre l'impact négatif que ça pourrait faire sur la modification de cette loi-là, mettons là. Puis eux autres ils voient que du négatif à la place de voir tout le positif que ça peut y apporter, genre. Ça peut arriver, c'est ça, mais ça c'est plus on va dire des questions d'individus selon les individus qu'il y a, etc. Bon bref, donc des fois donc juste un enjeu d'ancrage déjà de l'OBNL dans le milieu de la conservation, que ce soit au Québec et au Canada. Donc ça c'est l'un des principaux défis. L'autre défi ensuite qui est plus en lien avec nos activités en tant que telles, c'est parce que donc on est une OBNL, actuellement on est tous bénévoles, et donc l'un des autres objectifs c'est justement d'aller chercher de l'argent pour pouvoir faire justement cette mission, des inventaires, ces missions. Et pour avoir ensuite l'objectif de n'importe quel OBNL quand il grandit, c'est ensuite pouvoir avoir quelqu'un qui travaille à temps plein, donc avoir un salaire, etc., comme font la plupart des OBNL. Donc c'est ça un autre objectif. Là actuellement on a la chance, on a un partenaire, on est extrêmement chanceux, c'est Nature Québec. Donc c'est une OBNL aussi justement. Je les ai contactés aussi pour le podcast. C'est vrai, voilà. Donc Nature Québec avec qui justement là cet été-là on a un contrat avec eux où on a fait des inventaires de champignons dans des zones justement à fort intérêt de conservation et fort intérêt écologique. Pour justement parce que c'est des endroits où il y avait peu de données sur les champignons, on avait des données sur les plantes, les animaux et pas les champignons. Donc voilà, donc très content d'avoir eu enfin justement un contrat pour faire ça, parce que depuis le début on fait des inventaires en fait, justement même avant que l'organisme ait été créé, ça fait 1 an et demi voire 2 ans qu'on fait des inventaires dans des réserves en collaboration avec le ministère provincial et aussi fédéral, dans des réserves fauniques entre autres par exemple, mais de manière bénévole. Voilà. Donc là, c'est enfin commencer pour avoir justement des contrats financiers pour faire ça. Et c'est notamment grâce à eux aussi qu'on a pu aller justement au congrès à Abu Dhabi. Parce que c'est avec eux qu'on a on était partenaires, on a organisé un panel de discussion là-bas justement sous le pavillon du Canada. C'était un panel qui durait 1 heure et qui était sur l'enjeu de la conservation des champignons au Québec. Il y a eu un panel dédié à ça, donc c'est-à-dire que l'enjeu de la conservation des champignons est allé jusqu'à Abu Dhabi, justement. Ouais, c'est ça. Donc félicitations encore. Merci beaucoup justement. Donc on l'a co-organisé avec eux. Ce panel-là, il y avait justement Marie-Audrey qui est à Nature Québec, qui était parmi les panélistes. Il y avait elle, il y avait Grégory Muller qui est justement celui qui dirige entre guillemets le comité sur la conservation des champignons de l'IUCN, puisque ceux qui font le liste rouge, ils ont un comité sur la conservation des champignons. Ce qui fait sens. C'est lui qui le dirige. Et donc moi, pour l'enjeu des plus spécifique du Québec et de la conservation des champignons. Donc voilà, donc c'est un partenaire, on est très content de travailler avec eux. Donc ça, c'est un autre défi, c'est d'aller justement chercher de l'argent pour faire les projets, pour faire les inventaires, collecter de la donnée, faire nos activités, et ensuite avoir juste un roulement naturel, parce que le but des OBNL quand elles grandissent après, c'est chaque année avoir genre de l'argent qui vient soit du provincial, du fédéral, en gros des fonds de roulement, genre pour juste faire vivre l'organisme chaque année. Mais en fait, vivre la mission en fait. Parce que je pense que souvent on dit souvent faire vivre l'organisme, mais en fait c'est vivre la mission en fait. Exactement. Exact. C'est ça. Puis malgré ces défis-là écologiques actuels, c'est quoi les signes ou les projets qui redonnent un peu d'espoir à l'avenir des forêts ou de la biodiversité selon toi?
Ben, ça fait le lien du coup avec là ce que je parlais par rapport à Abu Dhabi, c'est que justement les signes on va dire d'espoir et les bonnes nouvelles entre guillemets que je vois, c'est que malgré tous ces défis, on s'entend, il y a quand même des signes d'espoir et justement quand on était, rien que le fait déjà d'avoir un partenaire comme Nature Québec, déjà c'est un signe enfin, c'est quand même de très bonnes nouvelles, c'est-à-dire que qui comprennent la mission, ils nous ont appuyés et justement pour les avoir rencontrés, on travaille avec eux quasiment là ces derniers temps, c'était quasiment au quotidien, à Abu Dhabi, etc. C'est le point positif que je vois, c'est à quel point l'enjeu de la conservation des champignons, au final, intéresse quand même de plus en plus de monde, mais pas que des convaincus déjà, parce qu'évidemment, si on parle à des mycologues, ils sont évidemment convaincus par ça, mais des gens qui justement ne connaissent pas forcément les champignons, qui ne travaillent pas forcément sur les champignons, qui font de la conservation de la biodiversité de manière générale, sans se concentrer sur un groupe, les plantes, animaux ou autres. Qu'en fait, il y a un écho vraiment très positif. Justement, à Abu Dhabi, on a parlé avec énormément d'autres OBNL, des décideurs politiques ou autres, et à chaque fois, justement, ce que je remarquais, c'est on en parlait, les gens nous disaient, c'est très très intéressant, vraiment, justement, de mieux représenter les champignons, évidemment, ils acquiesçaient évidemment la mission et la légitimité, et la pertinence scientifique et tout ce que tu veux, là. Mais ils étaient là, j'acquiesce, c'est vraiment super, mais c'est la première fois que quelqu'un me parle de ça. Alors que des fois, ces personnes-là, ça faisait 15 ans qu'ils travaillaient dans le domaine de la conservation de la biodiversité. C'est fou. Et ce sujet-là avait soit pas été apporté, mis sur la table comme nous on le fait, avec une entité qui est structurée, qui se structure de plus en plus, etc. Voilà, donc c'est quand même drôle parce que quand tu vas à l'école, tu t'apprends justement toutes ces familles-là. Il y a personne qui fait le raisonnement puis se dit hey, on a oublié toutes eux. Justement, c'est ce que j'utilise comme on va dire métaphore ou analogie là, c'est l'histoire de l'éléphant dans la pièce. Genre, il y a l'éléphant dans la pièce, il est là, mais personne ne le voit, alors qu'il prend toute la pièce. Je pense que c'est comme tu dis, c'est un peu à cause de la nature que c'est invisible. Donc, c'est ça, mais dans le sens, c'est ça. Donc, ils sont là, mais ils ont beau être là, il y a des personnes qui peut-être en ont entendu parler, évidemment, via leurs cours, leur éducation qu'ils ont eue dans leur pays. Ils ont sans doute dû entendre parler des champignons, ils savent ce que sont des champignons, etc. Voilà. Mais après, dans le domaine de la conservation, ils ont tellement été invisibilisés par justement tout ce système-là, et qu'en fait, ça sort de l'esprit des gens. Et nous, justement, en allant dans ce genre d'événements, que ce soit à l'échelle provinciale, fédérale et là, vraiment internationale, c'est déjà, première étape, c'est juste de dire, n'oubliez pas qu'il y a ça. Mais dans le sens, les champignons existent. Genre, n'oubliez pas qu'il y a ça. Ça serait déjà un gros pas juste d'être ça. sur la carte. Là. Exactement, juste déjà, genre d'être sur la carte. Et comment dire, le narratif derrière, c'est pas de dire il faut mettre tous les efforts sur les champignons et plus aucun sur les animaux et les plantes. Parce que parce que j'ai aussi entendu ça. Alors que c'est pas du tout le cas. Dans le sens, c'est juste dire. Évidemment qu'il faut continuer à mettre des efforts sur les animaux et les plantes, mais il faudrait aussi en mettre en même temps pour les champignons, parce que pour toutes les raisons qu'on discute depuis le début. Donc vraiment, il y a un écho vraiment positif. Et c'est là, justement, avec tous ces retours-là, où on se dit, voilà, il y a encore beaucoup de travail, dans le sens de travail surtout de sensibilisation et de vulgarisation, d'aller parler aux gens, de leur dire que ça existe, et de discuter avec eux, ok, comment chacun de nous, à nos échelles, on peut faire pour aider, d'une manière ou d'une autre, à mieux protéger les champignons, par exemple au Québec. Et une des choses qu'on dit à chaque fois, c'est mettons une chose toute simple, c'est mettons ce qu'on fait là. C'est-à-dire, mettons parler juste avec tout le monde. Démocratiser l'histoire. Juste tout le monde, genre dans le sens si tout le monde, genre mettons, là on parle de champignons, l'histoire du 3e F, tu sais, de parler de champignons, de fonges, mettons. Si, mettons, les gens qui nous écoutent après, tu sais, ils vont aller voir leur famille, leurs amis, leur dire, tiens, tu sais, est-ce que tu savais que fonge, tu sais, il y a un terme pour les champignons, et que les champignons, ils sont peu protégés. Et rien que ça, déjà... C'est déjà une mission accomplie, exact. C'est déjà beaucoup, parce que justement, que les champignons, alors on parlait de politique, manière globale, qui sont invisibilisés.
mais aussi ils sont invisibilisés dans juste dans nos interactions notre vie quotidienne. Notre vie quotidienne, et ça vient entre autres, alors ça dépend de quel pays, etc., mais aussi de l'éducation, parce que dans le sens, enfin en tout cas moi j'ai grandi avec une vision des champignons, une vision de la biodiversité qui était tronquée, dans le sens dans les films, etc., le Roi Lion, etc. Depuis qu'on est petit, on grandit avec une certaine vision de la biodiversité qui est centrée sur les animaux, ce qu'on appelle les animaux charismatiques. C'est vrai. Ouais, c'est-à-dire, genre, mettons, c'est les animaux qui attirent un peu l'attention du public, la sympathie, et qui attirent les financements aussi, parce qu'ils sont érigés comme emblème de la conservation. Le panda avec WWF, il y a certains animaux qui sont mis dans des logos même, tellement qu'ils sont emblématiques. On en reparlera si un jour il y a un champignon qui est mis sur un logo d'un organisme de protection de la biodiversité. Bref, tout ça pour dire que voilà, c'est invisibilisé même dans notre vie quotidienne, via notre éducation, etc. Bref. Il y a tellement de choses qui est invisible, qui ont un impact important dans notre vie, puis on l'oublie. Hein. Exactement, donc ça passe aussi par ça, ça veut dire en parler justement vraiment au cœur de la société, dans nos discussions avec nos amis, nos familles, juste en gros, comme on dit en anglais, c'est spread the word, genre dans le sens parlez-en, faites circuler l'information, l'idée, et ça, et rien que ça déjà c'est vraiment beaucoup, vraiment. On parle beaucoup de justement la place de la société, on parle le gouvernement provincial, fédéral. Mais les entreprises, eux, c'est quoi, selon toi, leur rôle qui pourrait justement faire en sorte pour qu'ils puissent... On s'entend que les entreprises privées, dont le pétrole, etc., puis toutes les industries chimiques, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, eux, justement, pour participer à réduire leur impact ou mieux comprendre C'est ça, parce que là, dans ta question, tu parles d'entreprises privées, dans le sens à but lucratif, hein, c'est ça? Ouais, exact. Ok. C'est ça, justement... genre t'en parles, mais par exemple, il me semble c'était en 2024, si je ne me trompe pas, il y a eu à Montréal le sommet, c'est donc sommet sur la nature et les entreprises, qui a été organisé par une OBNL justement, qui est québécois, qui s'appelle les Ateliers pour la biodiversité. Oui. Voilà. Et donc ils ont organisé justement ce sommet-là, qui c'était à HEC Montréal, justement, ici, où il y a eu quelques jours de conférences, justement, pour faire le dialogue entre le milieu entrepreneurial privé, les entreprises privées, comment elles peuvent mieux faire pour, comme tu disais, soit mieux protéger à leur échelle la biodiversité ou via leurs actions, leur investissement, etc., faire en sorte que ça avance. Juste qu'ils comprennent leur impact court déjà, là. C'est ça. Donc c'est ça. En fait, ça revient exactement au même. C'est d'abord justement faire le travail d'aller parler aussi, parce que là on parle de politique et on parlait de la société civile, mais aussi faire le dialogue avec les entreprises privées. Vraiment, genre le domaine, pas juste public, le domaine privé, parler avec eux, justement les sensibiliser sur ça. Au-delà des champignons, c'est vraiment sensibiliser sur la biodiversité, vraiment l'impact qu'ils peuvent avoir et comment eux, juste en faisant des fois des tout petits changements dans juste leur politique interne, etc. Les opérations. Et les opérations, ça peut des fois vraiment changer la donne ou... Mettons, rien que le fait de justement qu'ils intègrent dans leur politique interne l'aspect de prendre en compte la biodiversité et que ça se traduise en actions concrètes, rien que ça aussi, s'il y en a 1, 2, 3, 4 qui commencent à faire ça, après il y a effet de groupe, dans le sens aussi, aussi ça incite les autres à aussi s'engager pour la biodiversité de manière générale. Donc c'est vraiment ça, donc l'aspect sensibilisation. Et en fait c'est vraiment ça là c'est vraiment ça, c'est sensibiliser aussi, c'est parler avec la société civile, tous les acteurs privés, publics, c'est vraiment ça la clé aussi pour faire avancer la conservation de la biodiversité et en particulier les champignons. Y a-t-il des domaines d'industrie qui ont un plus gros impact, qui eux auraient tendance, ça serait-tu dans vos objectifs stratégiques de dire ok, on cible vraiment cette industrie-là parce que eux, ils ont le plus gros impact? C'est comme ça qu'on évalue cette stratégie-là? C'est ça, dans le sens, ça, d'un point de vue stratégique, on en a parlé, l'un des premiers axes stratégiques, c'est le milieu de la conservation déjà, pour commencer. Mais après, en termes d'industrie, justement, il y a un secteur qui est justement très stratégique pour la protection de la biodiversité et les champignons, c'est l'industrie forestière. Justement, parce que là, depuis le début, on en parle donc des champignons dans les forêts, mais sauf que ces forêts-là, donc elles sont exploitées par les industries forestières, notamment en Abitibi, donc région ressources. Justement, l'aménagement forestier, les coupes forestières, notamment les coupes à blanc, les coupes rases, ce qu'on appelle ici au Québec les CPRS, donc les coupes de protection et de la régénération des sols.
Ça, justement, ces pratiques-là, on sait d'un point de vue scientifique, il y a des données, que ce soit dans le nord-américain, en Europe, qui a un impact négatif sur donc, les communautés de champignons qu'il y a dans le sol, mais via plein de mécanismes. Juste le fait déjà de remuer la terre, d'aplatir le sol, de remuer la terre, s'il y a des champignons dedans, des filaments, etc., tu contribues à ce que ce soit cassé. Voilà, mais que ça se refasse. C'est ça, quand tu, mettons, coupes un arbre, comme on parlait tantôt, ces arbres sont associés à des champignons, et ces champignons, pour vivre et faire vivre la symbiose, ils récupèrent justement l'énergie via l'arbre, sauf que si tu coupes le lien, il n'y a plus d'énergie qui vient dans le champignon, et donc le champignon, au bout d'un moment, s'il est tout seul, voilà, il va finir par... comme tu disais, dans le fond, qu'il ne pouvait pas vivre dans un autre environnement. Par exemple, c'est ça, donc là, en fait, c'est genre, tu lui coupes sa source d'énergie. Comme on dit, couper l'herbe sur le pied direct. C'est ça, tu lui coupes sa source d'énergie, donc forcément, tu le condamnes, voilà. Donc bref, il y a beaucoup d'impacts documentés, on le sait. Et justement, donc c'est un gros enjeu que aussi dans les opérations, dans l'aménagement forestier dit écosystémique, donc ça veut dire qu'il s'inspire du fonctionnement naturel des écosystèmes pour faire l'aménagement, pour essayer de reproduire via les coupes ou les pratiques sylvicoles qu'on fait, essayer de reproduire de manière donc artificielle via nos actions, comment la forêt, elle, se comporte de manière naturelle, pour essayer de minimiser l'impact qu'on a. Sans briser les opérations de l'entreprise, en fait. C'est là tous les enjeux et toutes les discussions qu'il peut y avoir. C'est justement dur, concilier un aménagement durable, donc dit écosystémique, et les intérêts économiques, entre autres, des industries, que ce soit pour l'économie qui font vivre, et aussi pour les gens qui travaillent pour les industries, parce que c'est des emplois derrière, etc. C'est vraiment un sujet qui est à la fois d'actualité, avec justement, je ne sais pas si tu as entendu parler, le nouveau régime forestier qui avait été proposé par le ministère, qui a été retiré récemment, parce que ce nouveau projet de loi qui voulait moderniser le régime forestier a reçu énormément de critiques de la part de la communauté scientifique, des Premières Nations, et justement au bout d'un moment... C'est plus l'économie que la protection, en fait. Ça a changé beaucoup de choses, et on avait l'impression de revenir il y a 30 ans en arrière. C'était quand même... Donc avec toute la pression, ils l'ont retiré. Voilà, donc pour l'instant, c'est un petit peu un temps de pause, on va dire, mais donc il y a vraiment cet enjeu-là qui est très d'actualité. Vrai que tout le monde tire de la couverte, en fait. Là. C'est ça, c'est vraiment ça, c'est un enjeu d'actualité, et donc c'est un enjeu de ce que les champignons puissent être également intégrés dans toutes ces décisions-là, dans les études d'impact. Tu sais, genre, mettons, on parlait d'entreprise, mettons en France, j'imagine que c'est peut-être le cas ici aussi, mettons, tu as une entreprise qui veut construire, une entreprise dans le bâtiment qui veut construire tel bâtiment à tel endroit. Généralement, souvent, avant de faire les opérations de construire, il y a une évaluation d'impact, où tu évalues l'impact que va avoir ton bâtiment, où tu fais venir avant des gens qui font faire des inventaires de biodiversité dans la zone que tu vas construire, pour essayer de voir un peu l'impact. Et justement, intégrer les champignons dans ces évaluations d'impact-là, dans des projets de restauration écologique, mettons, de sites post-miniers, c'est quelque chose qui commence à se faire en Abitibi, justement, de regarder justement l'évolution des communautés microbiennes dans le sol, dans des projets de restauration d'anciennes mines, dans des sites qui ont été impactés par les mines. Pareil, du coup, pour le milieu forestier. Il y a vraiment un gros manque là-dedans d'intégrer les champignons, à la fois dans le sens qu'est-ce qu'il y a dans telle forêt, mettons tu veux aménager, tu veux couper telle forêt, d'abord c'est quoi la biodiversité qu'il y a dedans, dans le sens est-ce que dans cette partie de la forêt c'est un point chaud de biodiversité de tel groupe de champignons, du coup pour le savoir et donc éviter de couper mettons ce peuplement là qui serait mettons clé pour la biodiversité champignons, pour faire ça il faut savoir ce qu'il y a déjà, faut qu'il y ait la donnée. Donc c'est vraiment avoir de la donnée pour essayer de guider les opérations et les processus d'aménagement de la forêt en apportant de la donnée, en disant sur le territoire c'est ça la biodiversité qu'il y a, c'est là où il y a les points chauds. C'est ce que j'essaye de faire dans une partie de mon doctorat là, c'est essayer d'utiliser la télédétection et entre autres la télédétection pour essayer de prédire via justement de l'imagerie qu'on peut avoir, pas forcément satellite, mais avec justement des capteurs qui sont portés par des avions et qui traversent le territoire. Essayer de prédire indirectement selon, telle forêt, elle a tel
structure, il y a telles espèces d'arbres, il y a telle structure forestière, etc. Ok, ça serait quoi potentiellement la diversité de champignons, mettons, d'un groupe comme les mycorhiziens, qui aurait à cet endroit-là. Et ça serait de la donnée qui pourrait être utilisée par les industries pour dire, ok, quand ils font leur plan d'aménagement sur leur territoire, ok, on sait qu'il y a tel point chaud ici, dans le laboratoire où je suis justement, qui est dirigé par Maxence Martin, qui est un spécialiste de l'écologie des vieilles forêts. Ils utilisent la télédétection pour essayer de cartographier sur des territoires entiers, mettons, la quantité de bois morts, d'habitat pour la biodiversité, etc. Moi, j'essaye de le faire à l'échelle des champignons. Mais tout ça, c'est de la donnée pour qu'ensuite, ça puisse être intégré dans l'aménagement forestier durable pour ensuite prioriser et pas aller couper dans des endroits qui seraient genre importants. Bref, c'est juste que les champignons soient intégrés dans l'équation. Tu sais, dans le sens, dans les décisions, voilà. Pour ma part, donc c'est un gros enjeu vraiment, oui, pour l'industrie forestière d'intégrer ça. Et donc pour Mycosphera, un autre axe stratégique, c'est d'aller aussi ouvrir le dialogue avec les industries forestières. C'est-à-dire d'aller leur parler, faire ce qu'on fait, dans le sens sensibiliser, leur parler des champignons et savoir comment eux, ils peuvent contribuer à intégrer les champignons dans leur réflexion et idéalement d'inclure les champignons dans leurs pratiques au quotidien. Dans le sens de... Ah, mais ça serait incroyable. Via les données qu'ils ont pour aménager ou autre. Après, voilà, je rentre pas dans les détails, c'est quand même aussi un processus complexe là, mais que les champignons soient intégrés quand même, tu vois, vraiment. Parce que un autre enjeu, on parlait d'éducation, de la société civile de manière générale, dans le sens que les champignons sont invisibilisés. Mettons, voilà, quelqu'un qui aménage la forêt, il aménage un territoire où les champignons sont partout. Et les champignons sont à l'origine même des écosystèmes que tu es en train d'aménager. Ils sont pas inclus dans l'étude. Et mettons, justement, il y a plusieurs scientifiques et personnes qui disent ça même au Québec, c'est que, mettons, les champignons, devrait être rendu à un moment obligatoire dans la formation des ingénieurs forestiers. En sens, tu aménages un territoire dont les champignons sont à l'origine. Et il faudrait que dans ces formations-là, il y ait aussi une formation sur ces organismes-là, sur leur importance et l'importance de les prendre en compte quand on aménage la forêt. Un territoire. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, l'enjeu éducation qui est de l'enseignement à la mycologie, même dans les cursus d'ingénieurs forestiers et de manière plus large dans les universités, etc. Parce qu'actuellement, au Québec, il y a très peu de cours de mycologie, déjà. Déjà. Il y en a un, mettons, pour prendre un exemple, à l'Université Laval. Justement, il y en a un là. Mais le peu de cours de mycologie qu'il y a, bon, déjà, ils sont à l'universitaire, entre autres, beaucoup à l'universitaire. Il peut y en avoir peut-être un ou deux selon les endroits, peut-être à l'échelle du cégep, et encore, je pense que c'est quand même très, 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 très rare. Mais ils sont concentrés à l'université, surtout premier cycle, pas forcément à la maîtrise et au doctorat, donc premier cycle. Et c'est ça, et le peu qu'il y a, il se concentre aussi pas forcément sur la conservation des champignons en tant que tel. Bon, bref, il y a vraiment aussi un gros enjeu d'enseignement à la mycologie au Québec et partout dans le monde, vraiment. Donc là, je parlais d'industrie forestière, mais ça va aussi plus large. Voilà. C'est très noble comme mission. Wow. Merci beaucoup. Donc, l'un des impacts que vous voudriez avoir, c'est, mettons, s'il y a vraiment quasiment un mycologue ou un ingénieur forestier qui fait partie de l'entreprise de couple de forestières qui prennent des meilleures décisions, parce que là, à un moment donné, c'est quand même une dynamique entre vouloir faire de l'argent et tout, là, c'est quand même touché. Là. C'est ça, et idéalement, bon, ça c'est un monde peut-être trop utopique, dans le sens, c'est sûr que qui est dans chaque industrie forestière un ingénieur forestier qui connaît les champignons et qui fait en sorte qu'ils soient bien protégés. Voilà, c'est peut-être un peu utopique comme image, mais c'est ça. On s'en va vers là quand même. Juste encore une fois que, mettons quand tu deviens ingénieur forestier, tu sais que tu as été sensibilisé à ça déjà, mais genre vraiment pas juste d'un point de vue, tu as eu juste un cours pour dire ils existent et voilà. Mais pas d'impact, parce que là, c'est juste le savoir qu'est-ce qu'on fait avec. C'est ça, juste les savoirs qui sont là et vraiment qu'ils soient intégrés dans l'opérationnel, sur le terrain, après la formation, vraiment que soit intégré. Donc ça serait, c'est ça, ça rejoint un peu l'idée justement, comment je pourrais voir un peu l'évolution de la mycologie et du domaine un peu dans le futur, que ce soit au Québec ou ailleurs. C'est ça, genre, moi, personnellement, ce que je souhaiterais, c'est qu'en fait, justement, je prenais l'exemple là des cours de mycologie, genre que
que les cours de mycologie, que la mycologie de manière générale ne soit pas juste qu'une option. Dans le sens que ce soit vraiment intégré partie prenante des décisions de conservation, d'aménagement pour les études d'impact, les entreprises privées, les mines forestières, que les champignons ne soient pas juste une option, quelque chose, mettons justement, ce que je voulais dire à l'université, dans les universités, quand il y a des cours de mycologie, il n'y en a aucun qui est obligatoire. Dans le sens... mais j'allais le dire parce que je connais pas le cursus, mais c'est ça. Ils sont pas obligatoires. Dans le sens, c'est une option, ce qui est déjà très bien d'avoir cette option-là, mais pour le coup, il y en a plein qui le prennent pas, puisque c'est optionnel. Donc ça veut dire le taux de participation doit pas être haut, fait que là ça aide pas si, non. Exactement. Pour donner un exemple, en France, mettons, quand j'étais au bachelor en licence, il y avait justement certains parcours plus centrés plantes, animaux, et il y avait un parcours où il y avait ce fameux cours de mycologie que j'ai fait, et quand j'y suis retourné plus tard, quand je rentre en France, aller revoir mes anciens profs, et ils me disaient, il y a certaines années, la branche où il y a ces fameux cours de mycologie, et ce cours de mycologie-là, il y a par rapport à des cours sur les animaux, surtout l'étude du comportement des animaux, etc., il y a très 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 peu d'étudiants qui justement s'y intéressent. De 5-6 personnes. Comparativement. De souvenirs, c'était un petit peu plus là, mais par rapport à des amphithéâtres entiers de gens qui veulent faire du comportement animal, etc., ce qui est très bien, mais c'est vraiment, il y a une différence énorme. Vraiment. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui écoutent l'épisode et qui ont vu ton parcours? Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de tout ça? Très bonne question. Qu'est-ce qu'ils pourraient retenir? Retenir peut-être justement de prendre des risques. Dans le sens, ça peut paraître un peu abstrait là, de dire ça comme ça, mais mettons, moi depuis le début, c'est un peu la philosophie que j'ai essayé d'avoir. Donc très tôt, je suis rentré dans un domaine de recherche où il y a très peu de monde, il y a très peu de financement. Justement, le fait que je sois venu au Québec en partie, c'est justement aussi pour avoir plus facilement aussi du financement pour faire de la recherche que j'aime et que je veux faire. Donc c'est ça, c'est justement prendre des risques. Et justement, si, mettons, les personnes qui nous écoutent ont justement des enjeux qui leur tiennent vraiment à cœur et qui savent que ça peut justement, que ça bénéficiera de tout le monde, que ce soit mieux connu de tout le monde, etc., prenez le risque, parlez-en. Et en fait, justement, de se dire qu'en fait, on peut avoir le sentiment qu'on est seul, dans des domaines en plus comme ça, où il y a très peu de monde qui travaille, où on est tout le temps en train d'essayer de convaincre, en fait, du monde qui comprend pas forcément les champignons, pourquoi faudrait mieux les protéger, etc. Que c'est abstrait. Et que c'est très abstrait, et justement, il y a plein de choses très compliquées qu'il n'y a pas forcément avec d'autres groupes d'organismes. Donc c'est plein de défis, on peut très vite se sentir un peu seul, mais c'est de se dire justement un peu en lueur d'espoir, c'est qu'en fait on n'est pas si seul que ça, dans le sens, justement, il y a d'autres mondes, tendre la main à d'autres gens qui partagent un peu les mêmes visions, discuter, c'est de sensibiliser le monde, aller parler, sortir de sa zone de confort, d'aller parler à d'autres secteurs d'activité pour essayer de faire avancer les choses, la cause de chacun et chacune. Mais je me dis aussi que c'est positivement, vu qu'on n'en connaît pas beaucoup, c'est plus facile de découvrir des choses. Donc, il y a tout ce volet-là à aller chercher. Là, je veux dire, c'est ça, c'est pas pour faire la pub de la mycologie, mais s'il y en a qui veulent justement aller en recherche pour les champignons ou juste de manière générale dans le domaine entrepreneurial ou autre, les champignons, la mycologie, justement, on connaît très peu de choses. Donc, il y a un champ des possibles qui est quand même assez grand. Donc, il y a encore de la chance d'être pionnier dans quelque chose. Là, c'est un peu ça. Là. Exact. C'est ça. Voilà. Okay. Merci tellement d'être venu au podcast, Jonathan. Merci à toi pour l'invitation et justement comme on disait, de pouvoir parler et de partager notre conversation sur les champignons au plus grand nombre. Voilà. On peut te suivre sur quel réseau Alors, pour ma part, pour commencer pour Mycosphera, donc on a un site internet qui va être amené à évoluer, dans le sens c'est une V1 qui va être amélioré, mais il y a un site internet, donc mycosphera.com, où il y a justement toutes les informations sur le CA, comment contacter Mycosphera de manière générale, les différentes missions qu'on a. Ça, c'est une part.
Mycosphera est aussi sur LinkedIn, sur Facebook. On est vraiment quand même pas mal actifs sur LinkedIn, justement. On partage un peu ce qu'on fait, justement. C'est bien fait. C'est ça. Et pour ma part, pareil, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook aussi. Si vous tapez mon nom et prénom sur Internet, justement, j'ai un site Internet aussi, mais pour la recherche, où je mets justement les articles scientifiques, genre la recherche que je fais. Il y a mes adresses mail, justement, qui sont très facilement trouvables sur Internet. Donc, n'hésitez vraiment pas soit à me contacter, moi, en tant que président de Mycosphera, ou juste d'un point de vue en tant que scientifique. Ouais. Si vous avez des questions sur ce qu'on a abordé, parce que je sais pas ça fait combien de temps, mais on a parlé d'énormément de sujets, et il y en a encore beaucoup à parler, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez creuser un sujet ou un autre, et n'hésitez pas à contacter Mycosphera, que ce soit juste parce qu'on a une adresse pour l'organisme, là, info@mycosphera.com, ou moi ou notre directeur général aussi, donc Mathias Rochelot-Duplain. Si vous avez des questions sur l'organisme, si vous voulez, peut-être s'il y en a parmi qui écoutent qui sont dans des OBNL ou des organismes de conservation aussi, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse voir justement, c'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment-là, c'est justement être en collaboration avec plein d'OBNL de conservation de la biodiversité pour qu'eux puissent intégrer justement le fameux 3e F dans leur langage courant en interne, dans leur pratique. Rien que ça déjà. Donc voilà, je vous invite à nous contacter si vous avez des questions. C'était vraiment facile de t'avoir contacté. Honnêtement, moi, je tiens à le dire, c'était vraiment agréable là, comme salut, est-ce que tu es un podcast? Oui, je te prends bon. Là, c'était super simple. Fait que les gens qui veulent contacter Jonathan, c'était bien agréable comme interaction. Est-ce qu'il y a des dates d'événements, des trucs qui s'en viennent prochainement que tu pourrais mentionner et que les gens pourraient écouter pour venir ou... Bonne question. Là, on est... Abu Dhabi 2 C'est ça, pas encore là déjà, on est en train de se reposer déjà de cet été qui a été incroyable, extrêmement, vraiment, on a été dans beaucoup d'événements, genre que ce soit là à Abu Dhabi, une semaine après Abu Dhabi, on était avec Mathias et d'autres de Mycosphera à Victoriaville, donc pas très loin d'ici, pour la remise des prix du Gala de la conservation volontaire, où chaque année, là depuis un an, donc c'était la 2e édition, il y a la Fondation de la Faune et le Réseau des milieux naturels protégés qui donnent des prix pour mettre en lumière et récompenser des initiatives de conservation, que ce soit individuelles ou collectives. Cool. Et on a eu la chance de recevoir le prix de l'initiative de l'année, là, donc très content pour ça. Donc bref, ça a été un été très mouvementé, très chargé. Là, mettons, pour cet automne, ça se calme un petit peu. La seule affaire qui s'en vient, c'est à la fin du mois de novembre, où avec Mathias, on sera présent au colloque annuel de l'Association des biologistes du Québec, qui se tient à Sherbrooke, où j'aurai la chance de donner une conférence sur l'enjeu de la conservation des champignons au Québec, à des biologistes, à justement aussi des gens de l'industrie forestière, entre autres. Donc c'est juste pour mentionner ça, c'est la prochaine chose qui s'en vient. Malheureusement, il faut être inscrit pour y participer. Mais voilà, dans l'actualité, on va dire qui s'en vient, c'est pas mal ça. Et d'ici la fin de l'année, normalement, je pense, comme on parlait tantôt du rapport espèces sauvages, ce fameux rapport où on a justement le nombre d'espèces menacées au Québec et dans d'autres provinces, il se fait tous les 5 ans. Le dernier était en 2020. Donc normalement, d'ici la fin de l'année, je ne sais pas quand exactement, il devrait y avoir la version 2025 qui devrait sortir, donc avec une version actualisée et améliorée de 2020, donc justement à garder ça en vue pour voir justement comment ça évolue la situation des espèces de champignons menacés au Québec. Voilà, c'est quelque chose moi, que je regarde de près là quand ça va sortir. On va croiser les doigts que ça se stabilise. C'est ça, voilà. Donc voilà, c'est pas mal ça pour la fin de l'année. Merci. Est-ce que tu as aimé ça, le podcast? Ah oui, vraiment. Non, vraiment. C'est, comme tu disais, la facilité déjà de la prise de contact au début, très facilité, et justement aussi de mettre à l'aise l'invité avec un petit café, un petit verre d'eau, etc. Non, un environnement très agréable, et justement, je trouve que c'est une des forces là, du podcast, là, Écologie et Société, de donner la parole à des sujets qui sont aussi... invisibles comme les mycos. Exactement, invisibles. Donc, je te remercie énormément pour cette opportunité-là, et j'encourage n'importe qui
vraiment, s'il y a l'opportunité de faire un podcast avec toi, je les encourage à le faire. Ouais. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nous au podcast Écologie et Société. Si vous avez aimé l'épisode ou été interpellé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partager, puis continuer les réflexions. Comme tu disais, là, si les gens ils peuvent continuer d'en avoir parlé entre eux, c'est déjà un win. On se retrouve sur Instagram à écologie.société. J'ai le Linktree aussi, le LinkedIn. Puis on a ça justement, peut-être de la merge qui s'en vient prochainement. Fait que merci beaucoup de nous avoir écoutés. Salut!